Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 239 du podcast John Actuel Amati. Très heureux de vous retrouver pour le débrief de la draft 2018 qui sera quand même notre dernier rendez-vous de l'année, il faut le dire. On se quitte, d'ailleurs j'ai laissé ma bouteille comme ça à l'antenne. C'est l'émotion. Donc le dernier numéro avec Grégory Richard à mes côtés. Bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour à tous. Qui a visiblement piqué la veste de Camille. Tout à fait. Puisqu'il a une veste des Seahawks. J'essaie de me faire pardonner par avance. Camille Sarabène est là, bonjour Camille. Bonjour. Si Grégory essaye de se faire pardonner par avance, c'est parce que oui, la draft est terminée et qu'on va donc dresser le bilan et qu'on va donc donner notre power ranking de cette draft, donc de la moins bonne draft à la meilleure. On va monter de 32 à numéro 1, donc le dernier nom sera celle de l'équipe qui a, selon Grégory Richard, juge implacable des drafts en France. Oui, exactement. Donc selon Grégory, ce sera donc la meilleure draft. Et on terminera avec vos questions. On en profite. Et oui, en effet, on nous complimente déjà beaucoup sur le décor, puisqu'il y a une casquette de Michigan et un t-shirt de Michigan. Vous étiez tous les deux, d'ailleurs, messieurs, au passage de Michigan à Paris. Et donc, voilà, vous êtes revenus aux couleurs avec de la petite déco. Voilà pour la situation. On va commencer par les 5 perdants, le flop 5 du peloton de ce power ranking. Je vais y arriver. Le gros du peloton et puis les 5 gagnants. On vous rappelle quand même avant de commencer tout ça que cette émission vous est présentée par AmericanLifeMarket.com qui est votre épicerie américaine en ligne et qui propose tout ce qui se fait de bon en produits américains au niveau nourriture. Voilà pour les présentations. On passe au power ranking de la draft. Et c'est parti pour le power ranking de la draft. Grégory, quelle est l'équipe qui a réussi la moins bonne draft NFL cette année? Tu veux que je l'annonce? Suspense. Alors déjà, juste, roulement de tambour. je suis obligé de faire une introduction là-dessus. Je précise qu'encore une fois, ça n'a pas été évident de classer les équipes. Bien sûr que si, tu y as pris du plaisir. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération et bien entendu que c'est pas parole d'évangile, mais voilà, c'est pour se prêter un petit peu au jeu, donc je précise d'avance que voilà. C'est pas juste pour m'acharner bêtement et méchamment, c'est juste pour avoir mon avis à moi. Et hors antenne, tu nous as dit que tu y avais pris du plaisir, évidemment. Ça dépend des franchises. C'est de la pure méchanceté. Oui, alors c'est vrai qu'on peut le préciser dès le début d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand c'est des power rankings et ce genre de trucs, et des trucs où on prend un avis même sur le site, on ne se considère pas comme détenant la vérité absolue, ce n'est que notre avis, il est discutable, vous pouvez avoir le vôtre, on peut très bien avoir tort, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, il fallait bien qu'on classe, et on commence donc par... les Houston Texans. Bon, alors des éléments quand même à décharge pour Houston, c'est qu'ils avaient lâché une pelletée de choix l'année dernière pour Deshaun Watson. Du coup, ils n'ont pas choisi avant le 3e tour. Et Brock Osweiler. C'est vrai, ils ont lâché le 2e tour pour Brock Osweiler. Donc, ils ne sélectionnaient qu'au 3e tour. Leur premier choix, c'était au 3e tour. Ils avaient 3 choix du 3e tour quand même. Justin Reed, c'est un safety. Martinez Rankins, un centre. Jordan Atkins, tight end. Et derrière, 4e tour, Kiki Kuti. C'est mignon. Tout à fait. Donc Keke c'est son prénom, Kuti c'est son nom. Keke Kuti. Receveur de Texas Tech, Duke Ejiofor, defensive end de Wake Forest au 6e tour, Jordan Thomas tight end 6e tour, Peter Kalambayi edge rusher au 6e tour et Jermaine Kelly defensive back au 7e tour. Oui, Jermaine Kelly qui réussit quand même le rare tour de force d'avoir 2 prénoms féminins pour former un nom masculin. Tout à fait. Il manque pas d'air, Kelly, d'ailleurs. C'est ça. Bref, cette mauvaise blague étant mise entre parenthèses. Non, alors, tu l'évoquais, forcément, la draft des Texans est quand même un peu à relativiser par rapport aux autres. Parce que forcément, de par l'absence de premier et de deuxième tour, il y a forcément moins de playmakers à mettre en avant pour permettre aux Texans de passer à un niveau supérieur la saison prochaine. Maintenant, tout n'est pas acheté. La sélection de Justin Reed en tant que telle, qui était quand même un potentiel premier tour, faut pas l'oublier. En tout cas, il faisait partie des principaux noms au niveau du poste de safety.
Ça reste une bonne addition pour éventuellement, on va dire, compléter le centre du backfield défensif avec Tyrann Mathieu. Quand on sait que les Texans ont quelques petits problèmes de safety ces dernières années, c'est quand même une assez bonne pioche. Un peu plus d'interrogations selon moi. Je regarde sur le poste sur la ligne offensive notamment. Il n'y a pas de tackle vraiment d'envergure. Chantrell Anderson a été recruté pendant l'intersaison, mais on ne sait pas vraiment s'il aura la capacité d'être un tackle côté aveugle. Et au vu de cette QV, ils n'ont clairement pas, selon moi, répondu à cette problématique-là. Martinez Rankin peut être un tackle, mais t'en parlais en tant que centre. Il peut être également un garde. On a encore du mal à savoir exactement où il sera le plus efficace en NFL. Et forcément, c'est un peu problématique. Et j'en reviens à mon propos initial, à savoir, est-ce que vraiment Houston a progressé de manière significative avec cette classe de draft? J'en suis pas persuadé. Et pour une équipe qui était à 4-12 l'année dernière, c'est quand même un petit peu inquiétant. 31 Vikings, Mike Hughes, cornerback au premier tour, Brian O'Neill, offensive tackle au deuxième, Jalen Holmes, defensive end au quatrième, Tyler Conklin, tight end au cinquième, kicker Daniel Carlson au cinquième, Colby Gossett, guard au sixième, et Ade Aruna, edge rusher au sixième, et Devante Downs, linebacker au septième tour. Ouais, alors là c'est purement, alors c'est vraiment sur cette équipe-là par exemple que c'est purement subjectif. Il y a beaucoup de joueurs dont je ne suis pas très fan et beaucoup de joueurs que j'ai du mal à voir comme des futurs playmakers. Mike Hughes, j'en parlais jeudi lors de sa sélection. C'est vrai qu'il y a du potentiel, il y a le physique, il y a la vitesse. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui n'en font pas à l'heure actuelle un potentiel starter. De toute façon, je ne pense pas que ce sera le cas, puisqu'en corner, ils ont toujours Xavier Rhodes et Trey Waynes. Ce sera quelqu'un pour éventuellement aider au sein du backfield défensif assez fourni, qui aime bien mettre en avant Mike Zimmer. Mais voilà. Parmi tous ces joueurs-là, peut-être Brian O'Neill, éventuellement, qui peut être une bonne surprise et qui peut apporter une bonne rotation. Voilà, le tackle de Pittsburgh. Voilà. Hormis ces choix-là, il y a beaucoup de joueurs de rotation qui pourront éventuellement dépanner, mais il n'y a pas de playmaker vraiment qui me font penser que Minnesota va être encore meilleur que ce que pouvait offrir, on va dire, la franchise avant le début de la draft. Mais ils ont trouvé au moins un titulaire, c'est le kicker, puisqu'ils ont choisi un kicker oui, au Daniel cinquième tour. En général, qui c'est plutôt pour être qui titulaire. était le meilleur butteur de cette classe. Pourquoi pas? C'est vrai qu'ils avaient quelques petits problèmes de kicker ces dernières années, notamment après l'échec Blair Walsh. Donc oui, en effet, je te rejoins. Les special teams ne sont pas oubliés, donc tu fais bien de me corriger. 30, les Saints. Marcus Davenport au premier tour, c'est un defensive end. Tre'Quan Smith, receveur, troisième tour. Rick Leonard, tackle, quatrième tour. Natrell Jamerson, safety, cinquième tour. Cameron Moore, cornerback, sixième tour. Boston Scott, running back, sixième tour. Et Will Clapp, qui a marqué le clap de fin pour les Saints dans cette draft, puisqu'il a été sélectionné au septième tour. On rappelle que c'est quand même la franchise qui a aligné Alvin Kamara et Marshall Lattimore l'an dernier, donc qui avait réussi une très très bonne draft. Et là, tu es moins convaincu, donc. Ouais, j'ai envie de dire une fois n'est pas coutume. Bonne draft 2017 et on a la sensation que Mikey Loomis a pas forcément fait que des bons choix. Alors, cette année. le premier quand même, c'est Davenport qui est un gros échange. Est-ce que ça valait le coup de monter pour lui? C'est vrai qu'à ce moment-là, on croyait qu'il montait pour un quarterback. Je me rappelle pendant le direct. Alors, on peut pas occulter. C'est encore une fois, comme je disais au début de l'émission, il y a plein de problématiques qui sont à prendre en considération. On peut être d'accord ou pas d'accord. Davenport est un joueur intéressant, un bon projet qui peut éventuellement être un defensive end qui va surprendre tout le monde et qui sera vraiment un pass rusher d'envergure qui va être capable de libérer un peu de pression sur Cameron Jordan. Maintenant, encore une fois, c'est très 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 cher payé pour un defensive end. Je peux comprendre que les Saints étaient vraiment fans de ce joueur-là. Maintenant, lâcher un premier tour de l'année prochaine, grimper de 13 places quand on sait qu'ils n'avaient déjà pas de deuxième tour cette année, voilà, ça me paraît quand même un peu peut-être pas farfelu, mais en tout cas oui, quand même très très risqué. Et puis pour revenir au reste de la classe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs dont le potentiel est quand même plus qu'inconnu, pas mal de défenseurs notamment sur le backfield défensif. Voilà, visiblement c'est devenu la lubie des Saints depuis plusieurs mois maintenant, après Leaty Moore, la signature de Patrick Robinson lors de la dernière intersaison. On a envie de renforcer ce backfield et
sur le papier, Jamerson, c'est pas un mauvais choix. Je suis un peu plus mitigé sur Cameron Moore, qui n'a pas été toujours rassurant du côté de Boston College. C'était d'ailleurs le deuxième cornerback de l'équipe. C'est qu'il y a une raison à ça. Donc, je sais pas. Je suis pas particulièrement emballé. Trequan Smith, peut-être, qui me paraît être la bonne addition de cette équipe. Joueur petit, assez vif, qui pourrait éventuellement bousculer un peu Ted Ginn sur ce registre-là. Mais très franchement, sur le reste et sur le prix qui a été payé pour aller chercher Davenport, c'est une draft que je trouve très mitigée. Bon, pas trop de titulaires en puissance donc du côté de New Orleans. 29e et là, début de la polémique. Camille s'énerve, la moustache chauffe. Toute la barbe d'ailleurs, je sais pas pourquoi moustache. Oh, c'est vrai, tu devrais faire juste une moustache avec tout ce que t'as là, ça fera un truc mortel. Vous ne le voyez pas, mais il le regarde avec dépit en hochant la tête. Là, qu'est-ce que tu me racontes ? Il m'a lancé un regard. 29e les Seahawks. Donc, cette équipe a sélectionné Rashad Penny, running back, au premier tour. Rashim Green, defensive end au 3e, Will Disley, tight end au 4e, Shaquem Griffin, linebacker au 5e, Trey Flowers, safety au 5e, Michael Dixon, punter au 5e, Jamarco Jones, tackle au 5e, Jake Martin, edge rusher au 6e et Alex McGo, quarterback au 7e tour. Alors, tout n'est pas acheté dans cette draft, mais il y a beaucoup de choix qui, moi, m'étonnent. J'ai pas la prétention de me croire plus intelligent que John Schneider en ce qui concerne la draft. Il a montré ces dernières années qu'il était parfaitement compétent dans ce registre-là. Rashad Penny, on est typiquement dans le reach, donc le joueur qu'on a été chercher beaucoup plus haut que ce qui était prévu au départ. Pourquoi pas ? On sait que c'est une petite habitude du côté des Seahawks. J'en parlais jeudi, par exemple, l'année où Bruce Irvin a été sélectionné par Seattle. Maintenant, est-ce que c'est pas cher payé sur un poste de running back qui paraissait quand même relativement profond sur le papier ? Ouais, très fragile quand même en général les coureurs de Seattle. En plus, voilà, en termes de durabilité, c'est pas la garantie ultime. Et puis les autres choix derrière qui moi m'étonnent beaucoup. Rashim Green, qui est un joueur assez intéressant, mais que je vois pas du tout en tant que defensive end 43. Ça peut être une bonne surprise. Il peut avoir le registre d'un joueur comme Michael Bennett peut-être, mais j'ai du mal à l'imaginer vraiment, à le voir vraiment son plein potentiel sur cette position-là. Shaquem Griffin, c'est la belle histoire, on est d'accord, il retrouve son frère, etc. Et c'est aussi une raison qu'il a fait glisser lors de cette draft. On ignore encore son positionnement. Ça peut être un bon outside linebacker 43, on va dire, côté faible. Maintenant, il n'y a pas encore toutes les garanties non plus à ce niveau-là. Donc, c'est un gros point d'interrogation. Et puis, il y avait un besoin de tight end, sauf qu'ils vont chercher un tight end qui bloque exclusivement, Will Disley. Est-ce que c'est vraiment ce dont ils avaient besoin ? Est-ce que c'était peut-être pas un tight end capable, à l'instar de Jimmy Graham, d'être vraiment menaçant dans la red zone ? Alors peut-être qu'ils ont l'ambition de donner ce rôle à Ed Dixon, mais en tout cas je suis quand même relativement mitigé sur les nombreux choix qui ont été faits par Seattle. Et alors un de leurs besoins, ça a souvent été la ligne. Jamarco Jones choisi au 5e tour au Ohio State. Ça fait partie de ces choix qui ne sont pas complètement achetés. Ce sera, je pense... Non mais c'est vrai, ça reste un choix relativement tardif de la draft, donc il n'est pas attendu comme un titulaire d'emblée. Maintenant, il ne faut pas oublier que George Fant va revenir d'une longue blessure au poste de tackle. Et je pense que Jamarco Jones aura peut-être pas été, de par sa vitesse relative, un excellent tackle côté aveugle, mais côté droit, ça peut être intéressant pour être un bon complément de Dwayne Brown. Donc, encore une fois, il y a des choix qui sont assez intéressants. Michael Dixon, c'était le meilleur punter de cette draft. Donc, pourquoi pas sur équipe spéciale permettre à Seattle d'avoir une bonne position de départ sur les séries adverses. Maintenant, voilà. Encore une fois, il y a beaucoup de choix qui me laissent un petit peu circonspect. On boucle notre flop 5 avec la 28e position. Elle est pour les Bills. Ils ont choisi Josh Allen, le quarterback, au premier tour. 7e choix derrière. Tremaine Moons, premier tour. Linebacker Harrison Smith, defensive tackle. 3e tour. Taron Johnson, cornerback, 4e tour. Siran Neal, safety, 5e tour. Wyatt Taylor, guard, 5e tour. Ray McLeod, receveur de Clemson, 6e tour. Et Austin Prohl, receveur, au 7e tour. Alors il y a un quarterback, il y a beaucoup de cibles pour lui. Il y a un defensive tackle et un linebacker bien placé avec un cornerback, un safety. Enfin, il y a beaucoup de choses là-dedans et pourtant ça n'a pas l'air de beaucoup de plaire. Alors j'étais obligé. Pour moi, c'est le mauvais choix de cette draft. Pour moi, c'est Josh Allen à Buffalo. Mais dans toutes les équipes, ça aurait été un mauvais choix pour toi, non ? Non, parce que comme je disais, ça dépend du contexte dans lequel il tombe, avec quel quarterback il arrive. Là, encore une fois, ça va être un quarterback numéro 2 qui a énormément de choses à apprendre, avec un coordinateur offensif qui est clairement pas le plus connu, en tout cas pour développer les quarterbacks de ce style-là, avec un quarterback
supposément titulaire, qui n'a pas non plus énormément d'expérience, qui a dû jouer 2-3 matchs en carrière, même s'il y a un match de play-off dans le lot, ça fait quand même relativement mince pour espérer de Josh Allen, on va dire, une folle saison 2018, parce que là encore, on est vraiment dans la projection de la saison prochaine, voir exactement les équipes qui sont capables de progresser sensiblement. Très franchement, Josh Allen à Buffalo, j'aurais pensé qu'ils auraient, on va dire, appris de l'erreur plus ou moins Nathan Peterman. Ça me fait mal de dire ça, mais voilà, joueur qui avait également quand même un bon bras, mais qui mentalement était peut-être pas là. Josh Allen, il a sans doute 10 fois plus de talent que Peterman, mais je pense que les failles mentales sont tout aussi présentes. Donc je suis assez mitigé sur ce choix-là. Tremaine Edmonds, c'est la bonne addition de cette draft pour Buffalo. Maintenant, est-ce que c'était vraiment le poste de middle linebacker, son poste, le poste qui lui correspondait le mieux? J'en suis pas sûr non plus. Donc c'est toujours pareil, tu le disais, il y a beaucoup de choix sur quelques postes à besoin, même si je pense que sur le poste de receveur, ça aurait été intéressant de miser sur un plus gros choix de par l'interrogation que représente Zay Jones. Après, sur les deux principaux choix, il y a quand même des interrogations qui, du coup, m'amènent à sous-noter, on va dire, la draft des Bills cette saison. On est donc sorti du flop 5, ça c'est le bas du classement, on s'est un peu plus étendu, on va aller un petit peu plus vite sur certains choix dans le gros du peloton et ensuite on s'étendra un tout petit peu plus sur le top 5 des meilleurs. Donc le peloton, ça commence avec les Titans en 27e position, petite draft, 4 choix seulement. Rashaan Evans premier tour, linebacker, Harold Landry edge rusher au deuxième tour, Den Cruikshank, safety au 5e tour, et puis Luke Falk, quarterback au 6e. Donc ils avaient besoin de renforcer les postes de linebacker, ils l'ont fait a priori. Ouais, comme tu dis, il y a quand même très peu de choix, donc c'est difficile de les noter de la même manière que les autres. On sait que c'est une équipe qui est assez complète, mais qui en manque de playmaker. Faudra voir si Rashaan Evans arrive à en être un. En tout cas, Mike Vrabel qui a beaucoup misé sur le linebacker. Un inside donc avec Evans, un outside avec Landry. Surtout qu'il me semble que Morgan et Orakpo sont agents libres l'année prochaine. Donc, ça peut être une bonne pioche. Harold Landry peut être ce fameux playmaker-là. Après, la draft n'est pas non plus hyper dense, hyper développée, quoi. Les Eagles sont 26e, les champions en titre, assez bas. Alors, petite draft aussi. Dallas Goedert, tight end au 2e tour. Avonte Maddox, cornerback au 4e. Josh Sweat, edge rusher au 4e. Matt Pryor, offensive tackle au 6e. Et Jordan Mailata, tackle au 7e tour. Pareil, compliqué de... Mailata, c'est le projet total, juste pour dire un mot là-dessus. Oui, joueur de rugby. Il n'a jamais joué de football américain de sa vie. Tout à fait, mais pourquoi pas. Mais joueur qui peut être utilisé, je pense, sur des triplets, parce que ça peut être l'espèce de tackle qu'on met en red zone, le 6e lineman qui, en gros, se décroche de temps en temps. Ça peut, en effet, être une stratégie à suivre. Après, voilà, les choix sont pas inintéressants. Dallas Goedert en doublure de Zach Ertz, j'achète totalement. Après, Josh Sweat, c'est une bonne recrue également. Il faudra trouver son positionnement et puis il faudra voir surtout s'il arrive à quelle durée de vie il arrivera à avoir, parce qu'on rappelle qu'il traîne quand même pas mal de blessures. Mais encore une fois, c'est des joueurs qui sont dans la rotation. C'est pas des titulaires indiscutables, donc c'est pas forcément ceux qui vont faire que Philadelphie va décoller sensiblement par rapport au roster qui était celui qu'il était avant la draft. Mais c'est globalement cohérent et en phase avec ce que fait Howie Roseman depuis quelques mois maintenant. Bon, en tout cas, on a une réaction très mesurée d'un supporter des Eagles sur le chat qui nous dit: on s'en fout d'être aussi bas dans le power ranking de la draft, on a gagné le putain de Super Bowl. Il a raison. Voilà. Un petit mot tant qu'on y est, Anthony Maungu, practice squad des Eagles. Ouais. C'est pas la draft à proprement parler, mais il est non drafté. Un petit mot sur Anthony Maungu pour les gens qui nous découvrent en live ou en podcast, et un petit mot sur ses chances de rester dans cet effectif de Philadelphie. C'est forcément... Je sais pas comment dire ça. Ça va pas forcément être simple. Je le précisais dans l'article qui relatait ça sur le site. C'est vrai qu'il y a quand même sans des énormes noms, on va dire, derrière les trois principaux que sont Jeffrey, Wallace et Agholor, qui me paraissent quand même assez déboulonnables dans cet effectif-là, même si Wallace, on attendra de voir, il reste sur quelques expériences un peu loupées. Mais en tout cas, derrière, il y a quelques projets, Gibson et Hollins notamment, sur lesquels les Eagles ont misé l'année dernière lors de la draft. Derrière, ça sent quand même assez resserré. Très franchement, je pense que si Anthony Maungu veut se faire sa place, au moins dans la practice squad,
Ce sera peut-être pas dans le domaine ce sera peut-être pas sur le poste de receveur qu'il faudra plus miser, peut-être plus sur les équipes spéciales dans un premier temps. Alors c'est ce que j'ai demandé, est-ce qu'il a une expérience sur les équipes spéciales ou pas? Et est-ce qu'il peut faire son trou là-dedans? Je sais pas. Il me semble qu'il évoluait quand même assez souvent à Purdue sur l'équipe spéciale. Après, j'en suis pas sûr et certain non plus, mais c'est un joueur qui a parfaitement le profil, en tout cas, qui a la détermination, l'intelligence pour jouer sur ce type de poste-là. Donc très franchement, faut pas se leurrer, la majeure partie des joueurs non draftés, ils se font aussi leur place sur les équipes spéciales, et je pense que c'est là-dessus que Anthony a la possibilité de jouer sa carte. Il a en effet quand même, j'en parlais dans le processus d'avant-draft, quelques lacunes encore, je pense, sur le poste de receveur qui peuvent être préjudiciables par rapport à d'autres. Attirer l'œil peut-être auprès des coachs sur ses facultés sur l'équipe spéciale, pour lui permettre de gagner du temps et du coup éventuellement de se faire sa place petit à petit. Bon, et puis après, Philadelphie, c'est pas une finalité en soi, c'est-à-dire que tout le monde voit des vidéos sur tout le monde en NFL. Ça peut être aussi l'occasion de rebondir vers un autre practice squad ou vers une autre équipe. Dablé par exemple a fait 2 équipes, les Giants puis les Falcons. C'est ça. On continue notre power ranking. Allez, on accélère. 25e, les Broncos avec le choix de Bradley Chubb en 5e position, c'était très haut. Courtland Sutton, receveur au 2e tour. Royce Freeman, running back au 3e tour. Isaac Yadom, cornerback au 3e tour. José Jewell, 4e tour, c'était un linebacker. Deshaun Hamilton, receveur au 4e tour. Troy Fumagalli, tight end au 5e tour. Sam Jones, centre au 6e. Keishon Bierra, linebacker au 6e. Et David Williams, running back au 6e. Alors là, il y a un peu à boire et à manger. Il y a tous les postes. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont si bas? Alors, pas mal de postes à besoin qui ont été comblés, ça c'est une réalité, sauf que j'ai du mal à comprendre la sélection de Bradley Chubb sur un poste qui était assez fourni, donc peut-être qu'ils ont dans l'envie de pousser un petit peu Shane Ray aux fesses et de renforcer cette défense, mais quand on voit qu'il y avait énormément de besoins en attaque, alors quarterback peut-être que c'était pas nécessaire, mais en tout cas au moins un running, receveur encore une fois ils l'ont considéré, la ligne qui aurait pu vraiment être peaufinée ne serait-ce que dans le premier tour. C'est un problème de riche, on va dire, c'est quand même un luxe d'avoir Bradley Chubb et de renforcer cette défense. Après sur les autres choix, je suis pas particulièrement emballé, j'avais présenté Royce Freeman comme un bust, donc je ne le vois pas forcément en mesure de tout bouleverser dans le backfield offensif. Courtland Sutton, intéressant, mais voilà, encore une fois, pas énormément de playmaker. Le vrai playmaker de cette équipe qui est sur un poste qui n'est pas forcément à besoin, donc ça me pose question du côté de Denver. On va passer, alors il faut juste que je retrouve un tout petit peu ta liste. Au Ravens, 24e, c'est une demi-surprise pour moi, j'ai envie de te dire, parce qu'ils étaient quand même plutôt salués par la critique en général. Je te dis ça parce que j'ai lu quand même, comme tout le monde, moi j'ai pas tes connaissances, donc j'ai lu quelques sites US avant de te voir pour me briefer. Et ils étaient plutôt bien notés. Alors il y avait Lamar Jackson, dont on sait que tu n'es pas forcément fan au premier tour, Aiden Hurst, tight end au premier tour, Orlando Brown, tackle au 3e, Mark Andrews, tight end au 3e, Anthony Averett, cornerback au 4e, Kenny Young, linebacker au 4e, Jalil Scott, receveur au 4e, Jordan Leslie, receveur au 5e, DeShaun Elliott, safety au 6e, Greg Sena, tackle au 6e, et Bradley Bozeman, centre au 6e. Et Zach Sealer, defensive end au 7e. Ouais, alors je le répète, c'est pas évident de faire un classement franchise par franchise. Les Ravens, c'est même pas spécialement Lamar Jackson qui me dérange parce que j'en parlais jeudi, pourquoi pas. Joe Flacco est tout sauf irréprochable depuis quelques années du côté de Baltimore. Après, une des raisons qui fait qu'il n'était pas aussi performant du côté du Maryland, c'est la ligne offensive. On sait qu'elle est un petit peu, je ne sais pas comment dire ça, mais sur courant alternatif. Depuis quelques mois, ils ont perdu Ryan Jensen au poste de centre et je ne vois pas de remplaçant. Donc ça me pose question. Il y a beaucoup de besoins qui ont certes été consolidés, mais au centre, j'ai du mal à voir et je ne suis clairement pas emballé par Bradley Bozeman, qui a, pour manier l'euphémisme, qui n'a pas été l'un des meilleurs centres de l'histoire d'Alabama ces dernières années, qui a notamment craqué sur des matchs assez importants du Crimson Tide. Donc je ne suis pas emballé là-dessus. Orlando Brown, pareil, je ne sais pas où ils vont le faire jouer, mais sur le poste de tackle, ça me paraît un petit peu limité, même s'ils devraient le faire jouer côté droit. Donc voilà, après sur le reste, receveur, ils avaient déjà plus ou moins consolidé sur le poste d'agent libre, mais j'étais très mitigé sur Jordan Leslie et je le suis toujours. Donc voilà, sur le backfield offensif, on va faire confiance à Alex Collins et on n'a pas forcément tenté un autre pari. La défense reste solide, mais est-ce que l'attaque a vraiment été sensiblement améliorée? C'est pas le sentiment que j'ai. Donc beaucoup de monde, mais pas beaucoup d'impact. Sur le poste de tight end, en tout cas, il y a des bonnes additions. Aiden Hurst, c'est une très bonne chose. Pour le reste,
beaucoup plus compliqué. 23, pardon, les Chiefs qui ont sélectionné Brillant Speaks, défensif tackle au 2e tour, Derek Nandy, défensif tackle au 3e tour. On sent qu'il y avait un petit besoin à ce niveau-là. Dorian O'Daniel, linebacker au 3e, Armani Watts, safety au 4e, Tremon Smith, cornerback au 6e et Reginald McKenzie, garde au 6e. C'est que de la défense, à l'exception d'un garde. C'est ça, un garde qui était defensive tackle à Tennessee. Donc c'était pour le gabarit. Il y a que des défenseurs sur le papier qui ont été draftés par les Chiefs. Des bonnes additions, comme souvent sur la ligne défensive. On pense à Chris Jones il y a quelques années. Brillant Speaks, pour moi, c'est presque un énorme style. Alors il est drafté en 2e tour, donc c'est compliqué d'en faire vraiment une bonne affaire à proprement parler. En tout cas, on va dire un joueur qui a vraiment flairé Kansas City parce qu'ils le prennent avec leur premier choix du jour. Mais donc ça reste une bonne pioche. Quelques joueurs quand même assez intrigants. Dorian O'Daniel, c'est un gros volume de jeu au milieu du 2e rideau, pourquoi pas. J'aurais plus vu en outside linebacker 43, mais ça se tente. Armani Watts en free safety qui pourrait éventuellement être une bonne surprise, un potentiel titulaire en 2018. Voilà. Après, il n'y a pas énormément de stars, on va dire, dans cette classe. Donc voilà, ils sont plus ou moins milieu de tableau. Mais voilà, globalement, ça reste cohérent et il renforce la défense, qui est une très bonne chose. 22, Detroit Lions. Frank Ragnow, premier tour, c'est un centre. Kerryon Johnson, running back au 2e. Tracy Walker, safety au 3e. Deshaun End, defensive end au 4e tour. Tyrell Crosby, garde au 5e tour. Et Nick Bowden, running back au 7e. Draft assez cohérent, visiblement. Matt Patricia a bien identifié le fait qu'il y ait des besoins sur le jeu au sol. Après Garrett Blount, il y a un running back qui arrive pour apporter un petit peu de rotation. Un centre, bien entendu, pour... Il y a même 2 coureurs, du coup. Tu pensais Nick Bowden qui est un fullback plutôt. Ouais. Ah, il est listé running back, mais il jouera plutôt full à Détroit. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment dans l'ambition, et je trouve que c'est une bonne chose, de mettre un peu moins de pression sur Matthew Stafford. Défensivement, j'ai quand même un peu plus de questions. Deshaun End, je ne le voyais pas spécialement dans un système 43. Mais pourquoi pas, encore une fois, je ne vais pas apprendre à Matt Patricia comment diriger une défense. Le poste d'outside linebacker, je pense, méritait d'être un peu plus considéré. Voilà. Après, pour le reste, c'est des choix qui ne me paraissent pas énormément flashy non plus. À l'instar du premier choix, donc, qui est Frank Ragnow, qui va peut-être consolider un besoin. Mais voilà, est-ce que ça a vraiment révolutionné l'attaque de Détroit ? J'en suis pas sûr. C'est dommage que Deshaun End joue pas en attaque, ça aurait fait un beau duel avec Shaquem Griffin quand même. Non, on est d'accord. Le suivant, ce sont les Rams en 21e position. Bah oui, on a dit qu'on pouvait faire des blagues. Les Rams en 21e position. Donc, ils n'avaient que des choix à partir que du 3e tour. Joseph Noteboom, c'est joli comme nom, Noteboom. Tackle au 3e tour. Donc, Brian Allen, centre au 4e tour. John Franklin Myers, defensive end au 4e tour. Mika Kaiser, linebacker au 5e. Ogbonia Okoronko, pardon, non, c'est parce que la page ne l'affiche pas en entier. Au 5e tour, John Kelly, running back au 6e, Jamil Danby, garde au 6e, Sébastien Joseph, defensive tackle au 6e, Trevon Young, edge rusher au 6e, Travin Howard, linebacker au 7e, Justin Lawler, defensive end au 7e. Une chose est sûre, les Rams aiment les 6e tours. Ils en avaient 1, 2, 3, 4. C'est ça, à défaut de premier et de 2e tour, je crois qu'ils ont donc récupéré. Alors c'est Brandon Cooks qu'ils ont récupéré avec le premier. Oui. Le 2e, j'ai un doute. Je ne veux pas m'avancer, mais ils ont. Est-ce que c'est pas des restes pour Goff il y a quelques années ou quelque chose comme ça ? C'est possible, c'est une possibilité. En tout cas, c'est un peu la même chose que Houston. Forcément, le fait qu'ils n'aient pas de choix, stars, voilà, coup, ouais. pas de grosses vedettes. Après, on voit que leurs principaux besoins, parce que tout était assez comblé au niveau de la free agency, leurs principaux besoins, c'était sur le poste de linebacker. Ils en prennent plusieurs en 5e, 6e tour. Enfin, tu disais Kaiser Howard, par exemple, sur l'intérieur. Okoronko, qui, je pense, peut parfaitement correspondre au système. Après, est-ce que c'est les joueurs qui, pareil, vont être capables de vraiment permettre à cette équipe d'être en plein boom, en plein note boom dès 2018 ? C'est pas sûr, mais en tout cas, voilà, on renforce les deux côtés de la ligne et les postes de linebacker. Donc, ça reste quand même une bonne chose pour les Rams, qui s'annonce en étant quand même assez complet à l'orée de cette saison. 20e, les 49ers, Mike McGlinchey, tackle au premier tour, Dante Pettis, receveur au 2e, Fred Warner, linebacker au 3e, Tarvarius Moore, safety au 3e, Kentavious Street, defensive end au 4e, DJ Reed, cornerback au 5e, Marcel Harris, safety au 6e, Julian Taylor, defensive tackle au 7e, et Richie James, receveur au 7e. Alors, elle m'embête un peu cette draft dans le sens où l'attaque a été bien considérée.
Il y a un tackle qui du coup va remplacer Trent Brown qui a donc été envoyé aux Patriots, mais ça va faire une bonne doublette avec Joe Staley et Mike McGlinchey. Protège leur voilà, ils protègent leur investissement sur le long terme qui est Jimmy Garoppolo, donc ça reste quand même une très bonne chose. Un receveur en plus avec Dante Pettis qui peut être à la fois une bonne option derrière Pierre Garçon et en plus un joueur prolifique sur équipe spéciale et sur retour de coup de pied. Défensivement, il y a quand même beaucoup plus de zones d'ombre. Alors le backfield, tu le disais, il y a un corner, il y a un safety, ça a été bien considéré. Un peu plus mitigé sur front seven quand même, surtout par rapport aux soucis qui concernent Robin Foster, aux interrogations qui concernent un possible retour ou non. Ça va peut-être manquer. Alors, il y a la possibilité pour Solomon Thomas de se développer, mais ça manquait peut-être de choix un petit peu sexy pour développer ce secteur de jeu. Après, ça reste une draft assez cohérente et McGlinchey notamment est un choix très intéressant pour les Niners. On parlait de stars, les Jets sont 19e, c'est eux qui vont récupérer Sam Darnold en 3e position, Nathan Shepard, defensive tackle au 3e tour, Chris Herndon, tight end 4e tour, Paris Nickerson, cornerback 6e tour, Foley Fatukasi, defensive tackle au 6e tour et Trenton Cannon, running back au 6e. Pas énormément de choix du coup par rapport à ce qu'on vient de voir avec les Rams où il y avait beaucoup de quantité. Là c'est plus sur la qualité que ça s'est joué. Ouais, forcément, quand on bazarde tout pour récupérer un quarterback, c'est sûr que les choix sont pas. Ah oui, mais les franchise quarterbacks, ça arrive pas tous les jours. C'est ça. Bon, alors, moi j'ai mon avis sur Sam Darnold. Je suis encore très mitigé sur le bonhomme. J'ai pas changé d'avis du jour au lendemain de par le fait qu'il porte un maillot vert. Il n'arrive pas en tant que titulaire. En tout cas pour démarrer la saison, il va sûrement apprendre. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il a un quarterback quadragénaire et un abonné à l'infirmerie devant lui. Donc, ça peut quand même lui arriver assez vite sur les épaules, on va dire. Il est McCorn il doit pas être loin. T'es dû aller voir 37-38. Si je voulais être mauvais esprit, je rappellerais que le dernier quarterback de USC drafté au premier tour par les Jets s'appelle Mark Sanchez. Oui. Mais ça, c'est vraiment juste pour être salaud et mauvais esprit. Non, mais c'est bien. Non, mais voilà. Moi, j'ai mon avis, mais Sam Darnold a quand même une belle marge de progression. Et encore une fois, si il est bien couvé, bien entouré, Jeremy Bates, ça reste quand même un coach. Il a montré, par exemple, j'en parlais avec Jay Cutler, qui sait quand même développer des quarterbacks. Donc, sait-on jamais, voir ce que ça peut donner s'il va être tenté en 2018, mais j'ai du mal à penser sur une année où Todd Bowles joue peut-être sa tête que Sam Darnold ne sera pas lancé dans le grand bain au cours de la saison. Après, sur le reste, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de considérations sur les lignes défensives, où il y avait quand même des besoins aux côtés de McClendon et Williams. Par contre, sur la O-line, pas de choix. Enfin, pas que je sache, en tout cas, pas que je m'en rappelle. Donc, sur une équipe qui avait concédé énormément de sacs, qui était une des équipes qui concédait le plus de sacs au sein de la ligue, c'est quand même une politique qui m'interroge, avec, je le disais, un quarterback qui est quand même abonné aux blessures, comme Teddy Bridgewater. Oui, bon, après McCann a l'air de vouloir l'aider, donc il n'y a pas. Il pourra l'aider, oui. Il pourra le porter un petit peu. Il y a mettre son bras sur l'épaule le temps de le. Il veut vraiment l'aider, donc ça c'est quand même un point positif pour cette équipe. Moi je les aurais mis beaucoup plus haut dans le. Mais tu peux. Dans le power ranking parce qu'un franchise quarterback, c'est toujours une draft réussie et voilà, je pense qu'ils ont peut-être une chance de l'avoir trouvé et il faut. Oui, mais il faut le protéger, le franchise quarterback, c'est toujours la même chose. Aussi. Cardinals 18e en parlant de franchise quarterback, Josh Rosen premier tour, quarterback, Christian Kirk receveur deuxième tour, Mason Cole centre au troisième tour, Chase Edmonds running back au quatrième tour, Chris Campbell cornerback au sixième et Corey Cunningham tackle au septième. Donc là on a pris un quarterback, on lui a mis un receveur, un centre, un coureur. C'est les premiers choix. Mais il manque un tackle. Et il manque toujours un tackle. Exactement la même logique que les Jets. Alors il y a des choix qui me plaisent un peu plus et qui sont un peu plus variés, on dira, sur les postes. C'est seulement ça qui fait que je les classe devant New York. Tu le disais, ils ont sur le papier leur franchise quarterback. Un franchise quarterback qui a quand même une réputation d'avoir traîné quelques petits problèmes de blessure à l'épaule ces derniers mois. Et on ne met pas de tackle capable justement de le protéger efficacement. Mason Cole, ce n'est pas une mauvaise solution en tant que centre. Et il va peut-être se tirer la bourre avec Q Chipley au centre de la ligne. Mais voilà, avec un DJ Humphries qui lui-même est abonné aux blessures sur le poste de tackle gauche, c'est pas ce qui me rassure du côté d'Arizona et c'est ce qui me rend assez critique et m'amène à les classer un petit peu en retrait.
Les Steelers, il est très dissipé Camille, il fait tomber plein de trucs aujourd'hui. Les Steelers, 17e avec les choix de Terrell Edmunds, safety au premier tour, James Washington, receveur au deuxième, Mason Rudolph, quarterback au troisième, Chucks Okorafor, tackle au troisième, Marcus Allen, safety au cinquième, Jalen Samuels, tight end au cinquième et Joshua Frazier, defensive tackle au septième. Je t'aurais dit que je les aurais mis plus haut aussi, mais... J'ai hésité. Très franchement, il y a des choix sur lesquels je suis quand même assez mitigé. Après, il y a une certaine logique dans ce qui est fait. Toujours la même chose. Est-ce que c'est vraiment ces choix-là qui vont permettre à Pittsburgh de progresser sensiblement en 2018 ? C'est pas l'impression que j'ai. Terrell Edmunds va peut-être être un joueur un petit peu couvé derrière Davis et Burnett et il me semble pas prêt à devenir un titulaire d'impact dès le début. James Washington, ça peut être intéressant sur la menace profonde pour être un bon remplaçant à Martavis Bryant. Ce qui est intéressant, c'est que Pittsburgh en plus récupère son ancien quarterback d'Oklahoma State pour peut-être à l'avenir qu'il y ait cette connexion qui facilite un petit peu la transition pour Rudolph, qui aura non seulement un quarterback d'expérience, là pour le coup, tu vois, je te parlais de Josh Allen, Mason Rudolph, c'est pas le choix le plus sexy de draft, mais en tout cas, on le met derrière un quarterback avec qui il va pouvoir apprendre, avec un receveur avec lequel il a déjà joué, donc c'est là où on voit quand même que du côté de Pittsburgh, on travaille quand même un tant soit peu correctement. Et après, je ne sais plus les autres choix dans le détail, mais bon. Tackle, safety, tight end. Okorafor, c'est pas une mauvaise idée. Je parlais des problèmes qu'avait eu Gilbert l'année dernière, problème de suspension. Pourquoi pas apporter un peu de rotation sur la ligne offensive ? C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, donc pourquoi pas démarrer en tant que tackle droit dans un premier temps ? Il y a des choses cohérentes, mais encore une fois, il n'y a peut-être pas de joueurs qui vont vraiment permettre à Pittsburgh d'élever son niveau encore l'année prochaine. Après, moi je suis pas sûr en effet que ça les aide énormément l'année prochaine, mais comme ils sont quand même déjà relativement assez fournis et assez blindés et qu'ils sont en finale de conf, en demi, pardon, je trouve que c'est malin d'avoir Rudolph avec son receveur qui va avec et d'avoir un tackle, etc. Et il prépare bien l'après tout en étant déjà ultra compétitif. On est d'accord. Les Jaguars sont 16e. Tiens, en parlant d'eux, l'équipe qui a éliminé Pittsburgh, les Jaguars, donc 16e avec Taven Bryan, defensive tackle au premier tour, DJ Shark, receveur au deuxième tour. Ça, c'est quand même un nom hyper cool, Shark, quand tu joues dans un stade où il y a une piscine. Ronnie Harrison, safety, troisième tour, Will Richardson, tackle, quatrième tour, Tanner Lee, quarterback, sixième tour, Leon Jacobs, edge rusher, septième tour, et Logan Cook, punter, septième tour. Ma question est donc, quand est-ce que Tanner Lee va prendre la place de Blake Bortles ? Je pense jamais, parce que je suis très mitigé sur Tanner Lee. Bon, si t'aimes pas Blake Bortles, je pense que Tanner Lee, ça va pas être ta cam. D'accord. Mais pour être un peu plus sérieux, il y a pas des mauvais choix du côté de cette équipe de Jacksonville. Après, c'est pareil, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de titulaires dans ce qui a été recruté ? J'en suis pas persuadé. DJ Shark peut peut-être tirer son épingle du jeu pour se tirer la bourre avec les Moncrief, les Cole, les Lee sur le poste de receveur. Taven Bryan, c'est vraiment un projet. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est un projet peut-être au détriment d'autres postes à besoin. Le poste de outside linebacker ne me semble pas avoir été vraiment considéré. Et je ne suis pas sûr que Blair Brown soit vraiment la solution sur le poste d'outside à l'heure actuelle. Maintenant, ça reste des... Voilà, maintenant, si Jacksonville sort un peu sur une 42 avec un backfield renforcé comme on l'a souvent vu l'année dernière, l'arrivée de Ronnie Harrison avec 3 safety plein centre, ça peut être une bonne solution. Et là, pour le coup, on peut avoir un titulaire plus ou moins régulier. Après, on aurait peut-être pu. Moi, j'étais partisan en tout cas du fait de drafter un quarterback relativement haut pour mettre un petit peu de pression à Blake Bortles. Manifestement, on compte que sur Cody Kessler pour mettre un petit peu de pression sur lui. Il est super fort, il est infaillible, il est génial. Visiblement, moi, encore une fois, j'étais partisan de lui laisser une chance, mais en lui montrant que fallait... Pour parler de façon un peu triviale, il fallait sortir les doigts. Visiblement, c'est pas l'option qui a été prise du côté de Jacksonville pendant cette intersaison. Ils ont une foi en lui qui est incroyable. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire de plus. Les Falcons sont 15e et du côté d'Atlanta, on a pris Calvin Ridley, receveur au premier tour. Isaiah Oliver, cornerback au deuxième. Dedrin Senna au troisième, c'est un tackle, defensive tackle. Ito Smith, running back au quatrième. Russell Gage, receveur au sixième. Et Foy Olwokun, linebacker au sixième. Ouais, alors j'ai pas tout compris. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit sur le chat que, comment dire, que tu as dit souvent je suis très mitigé. Mais après, c'est parce que, en effet, tu nous l'as dit avant l'émission. Déjà, là, on est dans le ventre mou du classement. Donc, clairement, on va pas se faire allumer sur l'un au-dessus de l'autre. Là, on est vraiment dans le ventre mou. Et deux, tu nous l'as dit avant cette émission, on en parlait entre nous. C'est vrai que c'est une draft difficile parce qu'il y a quand même pas de truc qui se détache. C'est ça, il y a des...
Faut pas oublier qu'il y a des franchises où on va regarder, il y a des choix qui vont paraître intéressants, d'autres beaucoup moins. Après, il faut essayer de faire un petit peu le mix et de voir les sensations qui en ressortent. Forcément, il y a du bon et du moins bon en fonction des franchises, donc c'est forcément ce qui amène à ce côté un petit peu indécis et où voilà, encore une fois, la draft, ça reste un exercice très difficile parce que forcément, c'est de la spéculation poussée à son paroxysme. C'est ce que j'allais dire. On est dans la spéculation pure. Faut pas non plus. Pareil, ne vous enflammez pas et ne nous en voulez pas si on met telle équipe au-dessus d'une autre. On est dans la spéculation pure. Le power ranking, c'est un prétexte pour parler de toutes les équipes dans un ordre ou dans un autre. Après, on donne des arguments. Les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord. Ils peuvent nous le dire dans les commentaires. C'est pas un souci. Mais voilà, moi je donne mon ressenti et en effet, on fait bien de le signaler. C'est vrai que je suis pas toujours cohérent à 100%, encore plus sur des équipes de milieu de panier. Et on a de l'humour là-dessus aussi. Il y a quelqu'un qui rappelait dans les commentaires sur Facebook Live que l'année dernière, tu avais mis les Broncos en 1 du power ranking de la draft. Donc ça n'a pas été le succès Exactement. total. Et j'avais mis les Eagles déjà relativement bas. J'ai mis les Saints très bas également. Voilà. Donc mea culpa là-dessus. Et j'ai aucun problème avec ça. J'y croyais aussi à DeMarcus Walker d'ailleurs à l'époque. C'est dommage de Florida State. C'est un peu. C'était pas mon choix préféré des Broncos. J'aimais bien. Donc Calvin Ridley, Isaiah Oliver, tu disais que tu n'avais pas trop compris tout ce qui s'est passé du côté d'Atlanta. Non, alors Atlanta, pour une fois depuis bon nombre d'années, avait quand même la possibilité, avait quand même très très peu de besoins lors de cette draft, mais il y avait quand même un besoin prioritaire qui était celui de defensive tackle selon moi. Ils ont attendu le 3e tour. Ils ont quand même eu l'énorme avantage d'avoir des defensive tackles qui ont glissé au fur et à mesure de cette draft. Tu lisais tout à l'heure, Harrison Phillips 3e tour, Maurice Hurst, dont on parlera tout à l'heure, 4e tour. Enfin, ils avaient quand même un certain luxe sans forcément avoir besoin de monter dans la draft pour aller les chercher. Et pourtant, ils se contentent que d'Idrin Sanat, qui n'est pas forcément un mauvais choix, qui peut être un bull rusher occasionnel, mais c'est pas forcément le joueur qui va être capable tout de suite d'être titulaire, et c'est un peu ce qui me déçoit là-dessus. Après, sur les autres choix, ils avaient besoin de profondeur sur le poste de receveur. Ils ont le luxe de récupérer Calvin Ridley, qui était potentiellement le meilleur receveur de cette classe. Alors il y a peut-être quelques petits problèmes de drop, quelques petits problèmes de lutte, on dira, de timing sur le duel, mais ça reste un joueur avec d'excellents tracés, capable d'être vraiment une soupape de sécurité pour Matt Ryan sur des moments chauds. Sur la défense, le poste de cornerback, on sait que Desmond Trufant a eu quelques petits problèmes de blessure ces dernières années et que derrière ça n'a pas toujours forcément suivi. Donc Isaiah Oliver a cette possibilité d'être un receveur un peu plus agressif, on dira que c'est deux nouveaux homologues, mais globalement ça reste quand même cohérent. Après, encore une fois, j'ai pas tout compris parce qu'il y avait peut-être des besoins sensiblement, et Dimitrov fait assez partisan pour ça à combler et qui l'ont pas forcément été. Les Bears 14, Roquan Smith linebacker 1er tour, James Daniels lineman 2e tour, Anthony Miller receveur 2e tour, Joel Iyegbuniwe linebacker au 4e, Bilal Nichols defensive lineman au 5e tour, Kyle Fitz edge rusher 6e tour, Javon Wims receveur 7e tour. Beaucoup de joueurs que j'aime bien dans cette draft. Bon, Roquan Smith, je te le répète pas, c'est très cohérent, et si Danny Trevathan est en forme, ce sera sûrement une des meilleures doublettes de linebacker de la ligue. Pour le reste, James Daniel, je ne sais pas si c'était vraiment sur un poste à besoin, parce que sur le poste de garde et centre, ça me paraissait assez complet. J'aurais peut-être vu sur l'extérieur de la ligne. Avec un jeune quarterback. Mais pourquoi pas, en plus sur un jeu au sol qui est quand même assez bien alimenté, avec un Jordan Howard assez compétitif, c'est assez intéressant. Anthony Miller, j'aime beaucoup, sans doute il a le potentiel pour être un receveur numéro 2 dès cette saison derrière Allen Robinson. Donc ça reste globalement cohérent et des bons choix qui peuvent permettre et l'attaque et la défense de progresser. 13, les Patriots, Isaiah Wynn tackle au 1er tour, Sonny Mitchell running back au 1er tour, Duke Dawson cornerback au 2e, Jawan Bentley, linebacker au 5e, Christian Sam, linebacker au 6e, Braxton Berrios, receveur au 6e, Danny Etling, quarterback au 7e, Kellen Crosson, defensive back au 7e, et Ryan Nizo, tight end au 7e tour également. Pareil, j'ai pas tout compris à ce qu'ont fait les Patriots. Il y avait des postes à besoin, très clairement, dont le poste de tackle. Alors, encore une fois, ils vont chercher Trent Brown aux 49ers, donc ils arrivent quand même à consolider le poste. Et si Marcus Keenum revient bien de blessure, il y a potentiellement 2 bons tackles sur le plateau. Isaiah Wynn, je suis quand même un peu mitigé sur sa capacité à devenir un tackle d'impact en NFL. Mais pourquoi pas, je pense que c'est aussi un moyen. Il était plutôt garde. Ouais, plutôt garde. Je pense que c'est aussi un moyen, si ça se passe pas trop bien avec Shaq Mason l'année prochaine, puisqu'il sera agent libre,
et éventuellement d'avoir quelqu'un pour assurer le remplacement derrière. Après, beaucoup de postes, encore une fois, où j'ai pas tout compris. Est-ce que Sonny Mitchell, même logique que pour Rashan Penny tout à l'heure, est-ce que prendre un running back sur un poste très fourni, quand on sait qu'en plus les Pats sont sur un comité de coureurs, c'est vraiment le plus judicieux? Ça, pour moi, il a aucun sens, au sens où Rex Burkhead, Jeremy Hill, James White, Mike Gillislee, Brandon Bolden, déjà dans l'effectif. Des mecs qu'ils ont déjà récupérés ces dernières années. Celui-là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu grilles un choix du premier tour là-dessus. Et il y a des projets intéressants sur le poste de linebacker, mais il n'y a pas vraiment ce linebacker d'impact qu'aurait pu renforcer ce deuxième rideau, mettre un petit peu moins de pression, on va dire, sur Donta Hightower pour son retour de blessure. Alors, le poste de DB, j'aime beaucoup Duke Dawson. Par contre, ça, c'est un choix que je trouve très, très cohérent. On sait que le poste de cornerback avait été très exposé après la suspension, on va dire, de Malcolm Butler et du coup le fait que les Pats étaient très exposés avec Eric Rowe. Là, en tout cas, ça a été considéré. Derrière Jason McCourty, il y a un tant soit peu de profondeur, donc ça reste une bonne solution. Tout le monde cherchait absolument ce quarterback remplaçant de Tom Brady qui ne sera pas, je pense, Danny Etling. Et je ne vais pas prendre une grosse nouvelle là-dessus, mais voilà. Tout n'est pas acheté très clairement du côté des Patriots. Il y a beaucoup de choix intéressants, mais il y a aussi des choix, et notamment les 2 premiers tours, où je ne suis pas complètement en phase avec ce qu'a fait New England. Je pense que ce qui va faire cette draft, ça va être la capacité de Wynn à passer tackle et la capacité des linebackers qu'ils ont choisi à être productifs. C'est ça. Mais... À suivre, hein. Christiansen, c'était un très bon joueur à Arizona State. Alors, ses stats sont un peu gonflés parce que forcément, défense de conférence Pac-12, donc du coup, gros travail pour arrêter les attaquants adverses. Mais en tout cas, il y a quand même, c'est un joueur qui a du coffre, qui est peut-être plus un middle linebacker, mais qui a du potentiel. Je les aurais mis plus bas. Je trouve que ça a été une draft très bizarre pour eux. Minkah Fitzpatrick en 1. On parle des Dolphins, 12e du classement. Minkah Fitzpatrick, premier tour. Safety, Mike Gesicki, tight end au 2e tour. Jerome Baker, linebacker, 3e tour. Durham Smith, tight end, 4e tour. Kalen Ballage, running back, 4e tour. Cornell Armstrong, defensive back, 6e tour. Quentin Pauling, linebacker au 7e. Et Jason Sanders, kicker, au 7e. Beaucoup de besoins consolidés. Alors Minkah Fitzpatrick, moi j'aime beaucoup. Je suis persuadé que Miami l'a pris pour être un corner dans un futur plus ou moins proche. Et si c'est le cas, je pense que c'est une très bonne solution pour associer ou à Xavier Howard ou à Corey Tankersley, ceux qui choisiront. Mais ça me paraît assez cohérent sur le papier. Ils avaient besoin d'un tight end titulaire, ils en prennent 2, pas les plus mauvais en plus. Mike Gesicki qui a des bonnes mains, Durham Smith qui sait bloquer. Donc tout ça, c'est très complémentaire. Ils rajoutent Kalen Ballage qui a besoin d'un petit peu de temps pour se développer. Ça tombe bien. Il sera derrière Frank Gore qui ira un peu au carton. Kenyan Drake qui est un peu plus dans l'esquive. Donc globalement, sur le papier, c'est cohérent et l'attaque qui a été un gros point noir du côté de Miami l'année dernière me paraît quand même beaucoup plus solide sur le papier. Défensivement, il y a besoin de quelques ajouts sur le poste de linebacker également. Jerome Baker, ça peut le faire. Il a déjà joué avec Raekwon McMillan, donc en plus, il peut y avoir une certaine complémentarité. Donc ça reste quand même assez solide ce qu'ont fait les Dolphins. Packers en 11, Jair Alexander, cornerback au premier tour, Josh Jackson, cornerback au 2e tour, Oren Burks, linebacker au 3e tour, Jaron Moore, wide receiver, 4e tour, Cole Madison, lineman offensif au 5e tour, J.K. Scott, punter au 5e tour, Marquez Valdez Scantling, receveur au 5e tour, Equanimus St. Brown, receveur au 6e tour, James Looney, defensive end au 7e tour, Hunter Bradley, long snapper au 7e et Kendall Donnerson, edge rusher au 7e. Ils ont sélectionné 3 receveurs encore. Ils adorent sélectionner des receveurs. Ils ont choisi les meilleurs noms, hein, parce qu'entre Valdez Scantling et St. Brown, t'as été servi. Là, les mecs qui impriment les maillots, ils vont avoir du taf. C'est ça, ça va prendre de la place. Ils vont toujours en avoir 2. Qu'est-ce que c'est que ce prénom Equanimus? Écoute, ça sort d'où? Je veux faire un peu d'étymologie. Donc, en tout cas, tu les as mis haut. Pourquoi? Parce que tu aimes bien les 2 cornerbacks qui viennent combler un besoin? Oui, forcément, il fallait renforcer la défense. C'était un besoin absolu. Alors, Green Bay a cette petite mode depuis quelques années de doubler les postes à besoin. Alors, c'était le cas des linebackers il y a quelques années. Au niveau des corners, il l'avait déjà fait avec la fameuse tournée d'Amarius Randall, Quinton Rollins, etc. Donc là, c'est de nouveau le cas. Les 2 principaux choix qui sont les cornerbacks, avec Kevin King qui a été drafté l'année dernière. Je pense que Green Bay a enfin dans l'ambition de faire performer ce backfield défensif et d'en faire vraiment une force majeure. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas tenté un petit edge rusher pour essayer de mettre un peu de pression sur les quarterbacks adverses, surtout avec l'arrivée de Kirk Cousins.
Ce serait dommage. Peut-être l'ajout d'un garde qui n'aurait pas été de mauvaise chose. Un peu plus haut, j'entends, parce que Cole Madison devrait être ce garde éventuellement rajouté à la rotation. Après, sur le reste, c'est assez cohérent. Encore une fois, besoin de receveur pour, on va dire, pour être une troisième option derrière au moins Cobb et Adams. Sur le papier, ces 3 joueurs-là, ça fait l'affaire. Jamon Moore, c'est un joueur dont on parle très peu, mais qui est vraiment un gros bosser. Et Equanimeous St. Brown, pour, on va dire dans un premier temps, ne serait-ce que pour libérer des brèches pour les running backs, et on en attend beaucoup de la part de Williams et de Jones cette année. Ça peut être une bonne solution. Donc, c'est globalement cohérent cette première draft de Brian Gutekunst. Et Equanimous qui veut dire calm and composed. Donc, ça veut dire calme et serein. Très bien. Donc, voilà. Et son frère qui s'appelle Amon Ray, qu'on suivra dans quelques... D'accord. Ok. Je ne suis pas encore prêt pour celui-là. 10e, on rentre dans le top 10, les Dallas Cowboys. Leighton Van Der Esch au premier tour, c'est un linebacker. Connor Williams, garde au deuxième tour. Michael Gallup, receveur, troisième tour. Dorrance Armstrong, edge rusher, quatrième tour. Dalton Schultz, tight end, quatrième tour. Mike White, quarterback au cinquième tour. Chris Covington, linebacker au sixième tour. Cedric Wilson, receveur au sixième tour. Et Bo Scarborough, running back au septième tour. Il va y avoir du muscle dans les squads de coureurs entre Scarborough et Elliott. Un petit peu. Alors, je vais commencer par le bémol. Forcément, un petit peu déçu que les Cowboys n'aient pas mis la main sur un safety. Ça me paraît être vraiment un poste à besoin, que ce soit en tant que Free ou Strong. Ouais, maintenant, ça m'étonnerait. Je regarderais peut-être plus vers Kenny Vaccaro, qui me semble être toujours agent libre. Mais en tout cas, c'était quand même un poste à besoin. Après, sur le reste, moi, ce que je note aussi, c'est que les Cowboys, ils ont eu la mauvaise surprise d'avoir un Jason Witten qui a pris sa retraite pendant ce week-end. Ouais. Donc non seulement il y a une draft qui est quand même assez cohérente, mais en plus avec des circonstances qui ne sont pas forcément en leur faveur. Donc, après, il a pris sa retraite ou pas? Parce qu'officiellement, il n'a toujours pas annoncé, et maintenant Jerry Jones dit qu'il essaie de le convaincre de rester. Bah, en tout cas, voilà, ça a quand même... Même s'ils ont dit le contraire, ça a perturbé. Même s'ils ont dit le contraire, il y a quand même une draft de tight end, je crois, au 5e tour. Dalton Schultz, je sais plus. Oui, Dalton Schultz, oui. C'est ça. Donc, impatient qu'il ait un enfant. Comme ça, il oui, Papa Papa Schultz. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est dur. Papa Schultz. En plus, ce que j'aime bien avec Papa Schultz, c'est que c'est une référence qui va parler à exactement un tiers ou grand max la moitié de nos auditeurs. Très bien. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, les choix sont assez cohérents. Il y a quand même pas mal de besoins. Leighton Van Der Esch en est un. Michael Gallup notamment, qui sera peut-être pas un receveur numéro 1, mais qui apportera une bonne alternance derrière les Allen Hurns, les Cole Beasley, voire les Tavon Austin. Et Bo Scarborough, mine de rien, 7e tour, en doublure d'Ezekiel Elliott. Ça peut être une excellente solution sur des short yardage ou ce genre de choses. C'est pas inintéressant ce qu'a fait Dallas. Je parlais pas de la ligne offensive, mais Connor Williams, bien sûr, pour prendre la place ne serait-ce que de Chase Green, qui a été une catastrophe absolue sur des matchs importants, notamment celui à Atlanta. Donc, draft assez cohérente dans l'ensemble pour Dallas, et encore une fois, malgré les circonstances qui n'étaient pas forcément les plus idylliques. Les 9e sont les Cleveland Browns, les numéros 1 de cette draft, avec Baker Mayfield, Denzel Ward, 4e choix général. Ils avaient 2 choix dans les 4 premiers, ils n'ont pas fait d'échange. Austin Corbett, garde au deuxième tour, Nick Chubb, running back au deuxième tour, Chad Thomas, defensive end au troisième tour, Antonio Callaway, receveur au quatrième tour, Jennard Avery, linebacker au cinquième, Damian Ratley, receveur au sixième, et Simeon Thomas, defensive back au sixième. Donc 9e, les Browns. Peut-être la draft la plus flashy, j'ai envie de dire, avec Baker Mayfield en 1 évidemment, et puis derrière Nick Chubb qui était quand même un sacré coureur à Georgia avant de se blesser au genou, et l'interrogation un peu Denzel Ward en 4 qui est quand même un gros reach. Alors, en tout cas un petit Rich, grand, petit, tiens, à toi de me dire. Alors, je vais essayer de résumer parce qu'il y a beaucoup de choses en effet à sortir de cette draft des Browns. C'est en effet assez flashy, notamment par l'intermédiaire du premier choix, donc Baker Mayfield, qui ne sera pas un titulaire dans un premier temps, mais nul doute que, vu l'investissement et avec un Hugh Jackson qui, encore une fois, joue sa tête cette année, ça ne m'étonnerait pas que Tyrod Taylor se retrouve avec un quarterback dans les pattes, comme l'année dernière à Buffalo. Après, il y a quand même des noms qui sont assez séduisants sur le papier et pas mal de besoins qui sont consolidés. J'ai du mal à suivre la logique sur pas mal de choix. Est-ce que Denzel Ward, ils n'auraient pas eu l'opportunité en descendant dans la draft de le récupérer? 4e, c'est quand même assez haut. Est-ce que Austin Corbett peut vraiment être un tackle à l'échelon supérieur? J'en suis pas sûr. Pour moi, c'est plus un garde sur le profil, mais pourquoi pas, ça peut se tenter. Après, gros point d'interrogation, on en parlait en off.
Antonio Callaway, receveur de Florida, quand on sait qu'ils ont déjà Josh Gordon, qui est quand même un receveur à problème. On rappelle qu'Antonio Callaway, c'est monsieur, j'étais trop défoncé pour avoir envie de faire l'amour avec n'importe qui. C'est ce qu'il a dit au tribunal quand il était accusé d'agression sexuelle. Voilà, c'est le joueur qui a fait une année blanche en 2017 parce que saqué par le programme de Florida. Oui, il a eu d'autres problèmes que ça. Voilà, et bon bref, tout un tas de soucis, et le mettre avec Josh Gordon, le mettre avec son ancien homologue des Gators, Caleb Brantley, qui a été drafté l'année dernière et qui lui aussi est psychologiquement un peu instable, on va dire. C'est pas forcément la meilleure solution quand on est géré par un coach comme Hugh Jackson, qui est pas connu pour être un meneur d'hommes absolu. Il y a nos confrères de Randy NFL, un podcast américain, qui disait en gros soit Josh Gordon va tirer Antonio Callaway d'affaire, soit ils vont tomber tous les deux ensemble. C'est ça. Soit Callaway va entraîner Gordon. Mais sur le papier, Callaway est un super choix. Mais il faut quelqu'un pour les driver. Alors peut-être que Todd Haley va être capable éventuellement, de par son côté un peu rentre dedans, son côté un peu provocateur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour réussir à en tirer le meilleur, le côté un petit peu de défi. Je doute pas qu'il n'aura pas peur de leur parler. Voilà, donc après est-ce que ça va passer ? Faut voir si ça va suffire, mais sur le papier, c'est des choix très très risqués. Mais encore une fois, c'est une draft qui reste flashy et séduisante, comme l'ont fait les Browns ces dernières années. Après, on a vu que le résultat n'était pas toujours au rendez-vous. Parce que l'an dernier, Julius Peppers, c'était flashy aussi. Oui, mais Julius Peppers, dès le début, je t'ai dit que j'y croyais pas. Ah oui, non, mais tu as jamais cru. Mais je suis déjà beaucoup plus chaud sur ces choix-là que sur Peppers et Kaiser l'année dernière. Et moi, je vais te dire, là, pour le coup, sur celle-là, j'ai un avis. C'est pourquoi vous prenez pas Nick Chubb en 4e choix ? Bordel. Voilà, moi, c'est juste ça. Pourquoi vous prenez pas Nick Chubb ? Moi, je sais pourquoi. Pourquoi vous dites pas. Alors, dis-moi, il y a une explication. Bien sûr. C'est-à-dire ? Il a été blessé 1 an, tu vas prendre un running back. Ah, Chubb, oui, t'as dit Nick Chubb. Bradley Chubb. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Bradley Chubb. Pourquoi vous prenez pas Bradley Chubb ? Et pourquoi, pour une fois, vous faites pas la chose logique qui est de dire on regarde comment les équipes qui jouent le titre sont construites en ce moment, c'est-à-dire les Rams, les Jaguars, les Eagles qui viennent de gagner. Ils sont construits comment ? En ayant une ligne défensive qui est monstrueuse. Oui, vous avez Myles Garrett, mais rajoutez Bradley Chubb pour avoir un truc. Ils ont Naisib qui peut éventuellement essayer de développer. Orchard, maintenant, il est quand même un peu plombé par les blessures, mais sur le papier, je suis d'accord avec toi. Après, il reste que le cornerback était un poste à besoin et que peut-être que Denzel Ward n'était que la seule option qu'ils envisageaient. Peut-être qu'ils avaient peur aussi de le perdre en descendant. J'en sais rien. Encore une fois, on n'est pas dans la war room, mais et du coup, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'un defensive end de plus, ça n'aurait pas forcément fait tâche. Et du coup, j'ai fourché sur le nom du Chubb en question parce qu'ils ont aussi sélectionné Nick Chubb. Et là, pour le coup, j'adore le duo Carlos Hyde-Nick Chubb. Au sol, ça me paraît pas mal. Ça va être très ça va être assez costaud avec du Johnson qui est capable de sortir de temps en temps pour écarter les défenses. C'est assez solide. 8e, les Bengals. Billy Price, centre de Ohio State au premier tour. Jesse Bates, safety, 2e tour. Samu Bard, defensive end, 3e tour. Malik Jefferson, linebacker, Texas, 3e tour. Mark Walton, running back, 4e tour. Devonta Harris, cornerback, 5e tour. Andrew Brown, defensive tackle, 5e tour. Darius Phillips, cornerback, 5e tour. Logan Woodside, quarterback, 7e tour. Rod Taylor, garde, 7e tour. Et Oden Tate, 7e tour. C'est un receveur. Beaucoup de choix intéressants. Comme souvent, de la part de Marvin Lewis, Billy Price, on sait que c'est un besoin. Alors après, il faut voir s'il sera suffisamment revenu de sa blessure. Visiblement, ça avait l'air quand même un peu plus rassurant. Donc pour renforcer la ligne, on sait qu'après l'arrivée de Cordy Glenn notamment, ça peut être une bonne chose et permettre notamment au jeu au sol de performer totalement maintenant que Joe Mixon devrait avoir les clés de l'attaque. Il y a encore une fois des choix assez intéressants. Jesse Bates qui peut être un titulaire dès cette saison aux côtés de George Iloka. Et il y a un nom bien sûr qui m'a échappé, mais c'est pas très très grave. Attends. Dis-moi, Jesse Bates, Samu Bard, Malik Jefferson, Mark Walton, Davante Harris, Andrew Davante Brown. Harris, je demande à voir. Davante Harris, ça peut être une bonne surprise au poste de cornerback, joueur dont on parle très peu, le joueur d'Illinois State, mais qui est quand même assez complet, assez athlétique, mine de rien, capable de blitzer si besoin. Des bons instincts, on va dire. Donc, pourquoi pas éventuellement sur un poste de corner en plus qui est pas totalement rassurant, on dira, du côté de l'Ohio. Ça ressemble à une bonne draft quand tu vois beaucoup de mecs d'Ohio State et des choses comme ça en général. C'est ça. Mais est-ce qu'ils vont être développés ? Ça, c'est une autre question. C'est toujours le souci. Bengals, donc, c'était 8e. On passe en 7e position avec les Tampa Bay Buccaneers. Vita Vea, 12e choix. C'est un defensive tackle. Ronald Jones, running back au 2e tour. MJ Stewart, cornerback au 2e tour. Carlton Davis, cornerback au 2e tour. Alex Kappa, garde au 3e tour. Jordan Whitehead, safety au 4e tour. Justin Watson, receveur au 5e. Et Jack Sishi, linebacker au 6e tour. Et donc, je vois déjà Ronald Jones, ce qui permet de combler un peu la déception de Doug Martin de l'an dernier.
Oui, en tout cas, il y a du potentiel pour. Ça peut être une bonne alternance avec Peyton Barber l'année prochaine. Et on parlait de ligne défensive blindée. Tu vas mettre Vita Vea à côté de Gerald McCoy et Jason Pierre-Paul, et là on discute. C'est ça. En attendant de voir ce que va donner Noah Spence, mais bon, ça fait il va quand même rentrer en sa 3e année, donc je pense que s'il avait été performant, on l'aurait vu un petit peu plus tôt. Mais non, il y a beaucoup de besoins qui sont consolidés avec des joueurs assez intéressants. Que je trouve assez cohérent du côté de Tampa. Alors Mike Smith, le coordinateur défensif, est plutôt partisan, on dira, des cornerbacks un peu petits et un peu plus habiles sur la vitesse. Là, en l'occurrence, ils prennent 2 joueurs qui n'hésitent pas à aller au duel, et en l'occurrence avec Carlton Davis et MJ Stewart. Donc ça reste quand même assez complémentaire, où voilà, ça offre une autre capacité en fonction des receveurs qu'on affronte par rapport à des joueurs comme Grimes ou Hargraves. Sur le reste, je te dis, il y a beaucoup de besoins, une défense qui était à améliorer, tu l'as dit, avec Via notamment sur le premier rideau. En attaque, la ligne offensive, ils ont pas pris un centre. Non, le centre, ils l'ont pris lors de la free agency. Ils ont pris Alex Capa qui est garde. Voilà, qui peut jouer tackle, qui jouera surtout garde en effet. Mais ça reste quand même assez cohérent ce qu'ont fait les Bucks. Après, il faut que le coaching se charge de les développer également. Mais sur le papier, c'est assez solide. Toujours le problème de Tampa. Ils ont une belle équipe sur le papier et il va finir par falloir réussir à la coacher. Tout à fait. 6e place pour les Redskins. Daron Payne, defensive tackle au premier tour. Darius Guice, running back au 2e tour. Geron Christian, tackle au 3e tour. Troy Apke, safety au 4e tour. Tim Settle, defensive tackle au 5e. Sean Dion Hamilton, linebacker au 6e tour. Greg Stroman, cornerback au 7e tour. Et Trey Quinn, receveur au 7e tour. Beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup dans cette draft, notamment les principaux choix. Daron Payne, il faut voir sa capacité à être nose tackle, mais ce qui est intéressant, c'est que les Redskins ont aussi mis la main sur Tim Settle un peu plus loin, qui lui aussi a un potentiel de nose. Donc ça peut éventuellement, si lui aussi fait l'affaire, permettre à Payne d'être un defensive end 34, entre guillemets, un peu plus traditionnel. Donc il y a quand même une ligne défensive qui... si, je rajoute beaucoup de si, mais si Jonathan Allen en plus revient de blessure, ça peut clairement faire du grabuge et permettre aux Redskins d'avoir vraiment une très très bonne défense, notamment contre la passe. Un petit peu mitigé sur le fait qu'il n'y ait pas de cornerback qui a vraiment été considéré. Alors peut-être qu'on compte donner vraiment les clés à Quinton Dunbar ou à Fabian Moreau qui a été drafté l'année dernière pour épauler Josh Norman. Mais ça aurait peut-être pas fait tâche d'avoir un nouveau DB dans la capitale fédérale. Mais c'est bas quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il aura vraiment le potentiel pour être vraiment cornerback numéro 2 tout de suite. Geron Christian, je suis pas très fan, mais ça anticipe peut-être les soucis de santé de Trent Williams ces dernières saisons, donc il y a quand même une certaine forme de logique. Et puis côté receveur, Trey Quinn, c'est un joueur dont on parle peu, mais qui peut être un nouveau Jamison Crowder, un joueur assez explosif. Vif et explosif, relativement petit, qui peut éventuellement débloquer des situations. Non, très franchement, c'est cohérent. Sean Dion Hamilton, j'en parlais, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui est abonné aux blessures. Donc à voir, mais c'est très solide. Darius Guice qui est un peu tombé grâce à des petits problèmes apparemment de rumeurs. Donc il aurait été un peu mytho sur les histoires on lui aurait posé des questions bizarres au combine, etc. Et puis ensuite il y aurait eu une altercation avec des membres des Eagles pendant son rendez-vous au combine. Donc ça serait un peu crié dessus. C'est ça. Bon, faut voir, mais en tout cas, il n'a jamais eu de problème extra-sportif. Le duo avec Pirine est assez intéressant. Ouais. C'est assez vif et physique des deux côtés. Donc, c'est parfaitement interchangeable et du coup intéressant pour Alex Smith. Les Raiders sont 5e. On rentre dans le top 5. Colton Miller, tackle au premier tour. PJ Hall, nose tackle au 2e tour. Brandon Parker, tackle au 3e tour. Arden Key, edge rusher au 3e. Nick Nelson, cornerback au 4e. Maurice Hurst, defensive tackle au 5e. Johnny Townsend, punter au 5e. Azim Victor, linebacker au 6e. Marcel Atman, receveur au 7e. Et je rajoute Martavis Bryant, receveur contre un choix du 3e tour. Du coup, tu peux rajouter Ryan Switzer. Et Ryan Switzer, voilà. J'allais ajouter, échanger contre je ne sais plus quoi. Je sais plus, c'est un 6e non, contre un defensive tackle. Ah oui, Jayad Ward. Voilà. Jayad Ward, je vais y arriver. Donc, c'est. Alors, je t'ai posé la question avant l'émission. Je t'ai dit, c'est marrant, sur tous les sites, sur beaucoup de sites ricains, ils ont tendance quand même à pas mal démonter la draft des Raiders, à dire que Gruden a un peu navigué à vue et que c'était pas foufou. Et toi, tu les mets dans le top 5. Bah oui. Donc, oui, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? Il y a énormément de joueurs que j'adore. J'en parlais avant la draft, mais j'ai pas changé d'avis sur Maurice Hurst. Alors la question, c'est de savoir pourquoi il est descendu. Mais son cœur.
Oui, mais il avait reçu des. Il a reçu le feu vert. Mais il y a eu. Non, mais je veux dire, verts, donc, pour certains, en tout cas, l'alerte, ça a été. Il a eu une alerte cardiaque au combat. Donc ça fait pourquoi descendre. pas, mais je pense que les Raiders vont s'en frotter les mains. Ça ressemble à un choix à la Grady Jarrett il y a quelques années pour Atlanta, en tout cas. Donc ça peut être une bonne chose. En plus, il récupère PJ Hall. Donc là, clairement, sur la ligne défensive, il blinde le run-stop. Un petit defensive end en plus, ça n'aurait pas fait tâche, mais pourquoi pas. Alors, Arden Key est listé defensive end, mais de par son profil, ça ne m'étonnerait pas qu'il passe outside linebacker 43. Peut-être même côté force, je sais pas trop ce que ça donne sur la couverture, mais en tout cas il y a quand même des choix intéressants. La leçon, c'est qu'ils entourent quand même vachement bien Khalil Mack, qui semblait un peu tout seul dans ce front 7 à un moment. Exactement. Et en attaque, j'en parlais lors de la draft, mais la ligne offensive avait un petit peu baissé de pied, notamment sur les extérieurs, avec encore une fois un Donald Penn qui est sur la fin, à qui il fallait offrir une autre alternative. Colton Miller en est une, je sais plus quel autre tackle ils ont drafté, Brandon Parker. Je crois, qui a un bon projet, qui arrive de 2e division universitaire, donc qui aura peut-être besoin d'un peu plus de temps, mais Colton Miller, tackle droit, je pense que c'est une excellente chose dans un premier temps. Ils auraient pu considérer le backfield offensif, je pense, avec Lynch et Martin, qui ne sont pas les plus rassurants d'un point de vue santé. Après, côté receveur, Marcel Aitman, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui, je pense, mettra pas énormément de temps à performer ou à être une option viable. Martavis Bryant, il faut voir comment il se comporte, mais en tout cas, j'ai envie d'être d'accord avec toi au sens où derrière Cooper et Nelson, c'est une bonne rotation sur le poste de receveur. Et Switzer, intéressant sur retour de coup de pied également. Ouais, et alors moi j'ai envie d'être d'accord avec toi sur le fait qu'au final j'ai l'impression qu'ils ont bien entouré Mac et qu'ils ont bien entouré aussi Carr de l'autre côté en lui prenant 2 tackles, en prenant des receveurs qui sont ce qu'ils sont. Il y a des risques, mais si tu, comme tu disais, tu mets derrière Cooper derrière Cooper et qui tu m'as dit? Nelson. Oui, Nelson, pardon, oui, j'avais oublié Jordi Nelson. Donc derrière Cooper et Nelson, avec un Martavis Bryant, etc. Donc ils entourent les deux. Après, en effet, ça manque peut-être d'un petit running back, mais tout le monde peut pas être parfait de toute façon. Donc, oui, non, mais c'est sûr. Et ils partaient quand même avec pas mal de trous. Donc c'est vrai qu'au final, tu as l'impression qu'ils s'en comptent pas mal. Comme tu disais, les 2 tackles, defensive tackle, c'est intéressant. Les 2 tackles, c'est intéressant. Donc, et Azim Victor, que j'aime beaucoup, 6e tour, je crois. Ouais. Je l'ai dit à surveiller, coaché par Paul Gunter, qui a notamment remis Vontaze Burfict dans le bon sens. On peut avoir un excellent middle linebacker à l'échelon supérieur pour Oakland. Allez, on passe aux Colts qui sont 4e. Quentin Nelson au premier tour, garde. Darius Leonard, linebacker au 2e tour. Braden Smith, garde au 2e tour. Kemoko Touré, edge rusher au 2e tour. Tyquan Smith, defensive end au 2e tour. Neheim Hines, running back au 4e tour. Doris Fontaine, receveur au 5e tour. Jordan Wilkins, running back au 5e tour. Dion Kane, receveur au 6e tour. Matthew Adams, linebacker au 7e tour. Et Zahir Franklin, linebacker au 7e tour. Et là, clairement, on est dans la même optique. On entoure les stars. Là, on entoure Andrew Luck. On lui prend le meilleur garde comme premier choix, un autre garde au 2e tour, et des running backs en pagaille parce qu'on a lâché Frank Gore. Enfin, il y a des bonnes choses en tout cas, moi, de ce que je vois. Alors, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais de mon sens, les Colts pouvaient faire cube draft avec le nombre de besoins qu'ils avaient. En tout cas, sur la case sur la case besoin à combler, forcément à un moment donné, ils allaient taper juste. Oui. Il y avait des besoins sur la ligne, donc en effet, est-ce qu'un 2e garde était nécessaire avec Braden Smith? Je suis pas sûr, mais en tout cas, voilà, pourquoi pas. Braden Smith, c'est un très bon joueur dans un profil un peu plus, on va dire, un peu plus charbonneur que peut l'être Quentin Nelson. Qui lui est un peu plus dans le côté décrochement, etc. Mais bon, qui est assez physique aussi, mais qui a un panel un peu plus varié, j'entends. Après, en défense, Darius Leonard, c'est un très très bon choix. Il y avait vraiment besoin d'aide sur le 2e rideau, et il y a au moins 2-3 linebackers qui ont été sélectionnés par Frank Reich sur le poste de edge rusher également. Kemoko Touré pourrait faire la différence sur c'est un joueur assez intriguant, assez intéressant. Je le voyais peut-être plus comme un outside 34, mais pourquoi pas, ça se tente. Parce qu'il a promis de faire de dominer la ligue. C'est pour ça que je te pose la question. Oui, ouais. Je me tiens aux promesses du garçon. Moi, je le connais pas, il dit je vais dominer. Je suis pas sûr qu'il sera titulaire dès la saison prochaine, mais en tout cas, c'est cohérent. Il va dominer le banc déjà au début. Je parlais des Cowboys qui n'ont pas eu des circonstances forcément en leur faveur. Faut pas oublier quand même l'intersaison un petit peu compliquée d'école, avec Frank Reich qui arrive avec un coaching staff qui n'est pas forcément le sien, avec un changement de système défensif qui va être à mettre en place. Donc voilà, il y avait peut-être une certaine homogénéité à trouver entre Chris Ballard et Frank Reich. Manifestement, il y a des choix qui ont été assez cohérents, avec des défenseurs notamment qui peuvent parfaitement s'imbriquer dans cette défense 43, et comme on le disait, l'attaque avec des running backs intéressants. Alors Wilkins,
quelques petits problèmes de blessure, mais Hines en doublure de Marlon Mack, en effet, ça peut être assez solide. Dion Kane, je ne sais pas trop quoi en penser, mais dans la rotation, dans un premier temps, ça peut être également une belle surprise. Le top 3 avec les Panthers en numéro 3, DJ Moore, receveur au premier tour, Dante Jackson, cornerback au deuxième tour, Rashan Golden, safety, troisième tour, Ian Thomas, tight end, quatrième tour, Marquis Haynes, edge rusher, quatrième tour, Jermaine Carter, linebacker, cinquième tour, André Smith, linebacker, septième tour, et Kendrick Norton, defensive tackle, au septième tour. Ouais, ça me fait mal de dire ça, mais beaucoup de choix judicieux, je trouve, de la part des Panthers. DJ Moore, ça répond forcément à un besoin. Et mine de rien, on prépare le présent du côté de Carolina, mais on prépare également l'avenir. Greg Olsen n'est pas tout jeune et on arrive... C'est presque un style, selon moi, à récupérer Ian Thomas en position de tight end. Joueur qu'on comparait beaucoup à Antonio Gates et qui tombe dans un système de North Turner. Donc, il faut voir ce que ça va donner du côté de Charlotte. Défensivement, des choix également intéressants. Marquis Haynes pour apprendre auprès de Julius Peppers et devenir un defensive end performant à l'avenir. Ça peut être une surprise avec un autre ancien defensive end Ole Miss qui arrive à Carolina, Greg Hardy. Alors on espère que l'extra sportif ne sera pas le même, mais en tout cas c'est assez prometteur également sur le papier. Jermaine Carter que j'aime beaucoup pour préparer l'après Thomas Davis éventuellement. Donc il y a beaucoup de choix très cohérents en cornerback. Ils prennent Dante Jackson également qui peut être un potentiel style. Ils le prennent en 3e, 4e tour, je ne sais plus. 3e tour peut-être. Deuxième tour, autant pour moi. Mais en tout cas, c'est assez cohérent dans une division où il faut quand même se coltiner Julio Jones, Mike Evans et Michael Thomas. Pardon. Donc, globalement, peu de choses à redire de la part de Marty Hornet. C'est costaud ce qu'ont fait les Panthers. Ça devrait leur permettre d'être de nouveau compétitifs l'année prochaine. On passe au top 2. Alors du coup c'est un peu comme Miss France. Si je dis le deuxième, vous avez deviné le premier inversement. Le numéro 2, ce sont les Los Angeles Chargers avec Derwin James, safety au premier tour, Uchenna Nwosu, edge rusher au deuxième tour, Justin Jones, defensive tackle troisième tour, Kaiser White, safety quatrième tour, Scott Quessenberry, centre au cinquième tour, Dylan Cantrell, receveur au sixième tour, et Justin Jackson, running back au septième tour. Alors c'est pas à part Derwin James qui était quand même un des meilleurs safety de cette draft, les autres sont pas des noms super connus. Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve deuxième? Il n'y avait pas énormément de besoins à consolider du côté des Chargers, il ne faut pas l'oublier. Et dans ce qui a été fait, notamment le besoin de renforcer le run-stop, là on peut dire qu'on a été servi. Priorité à renforcer le run-stop, tes 4 premiers choix de draft, c'est des joueurs qui peuvent défendre contre la course. Avec encore une fois, tu le disais, l'aubaine Derwin James, l'opportunité de le récupérer en 17e choix, Kaiser White qui est excellent pour blinder la boîte, Uchenna Nwosu qui est un joueur dont on parle pas énormément mais qui je pense sera un excellent linebacker 43 pardon. Donc c'est assez cohérent. Même Justin Jackson en doublure de Melvin Gordon, le besogneux de Justin Jackson, ça me paraît assez solide. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choix flashy, mais franchement, dans ce qui a été fait, il y a et consolidation des besoins et joueurs intéressants sur le papier. Donc c'est pour ça que c'est difficile de critiquer les choix qui ont été faits par Tom Telesco. C'est quasiment que du tout bon alors, tous les choix qu'on a cités quoi. Ouais, franchement, ils auraient peut-être pu, je sais pas, un Dylan Cantrell par exemple, je pense qu'il pouvait prendre mieux au poste de receveur, mais après c'est une question de besoin, c'est une question de feeling. Mais en tout cas, défensivement, ce qu'ils ont pris, c'est assez costaud. Même Justin Jones, qui est un petit peu en retrait par rapport à son homologue d'NC State, BJ Hill, c'est très très solide et je me fais pas trop de soucis pour qu'il arrive un petit peu à titiller Brandon Mebane. Et la draft numéro 1 est donc celle des Giants. Saquon Barkley, deuxième choix général. Will Hernandez, garde, deuxième tour. Lorenzo Carter, edge rusher au troisième tour. BJ Hill, defensive tackle au troisième tour. Kyle Loletta, quarterback au quatrième tour. Et RJ McIntosh, defensive tackle au cinquième tour. Il n'avait plus de choix. Après, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 choix. 6 choix qui suffisent à en faire donc la meilleure draft selon toi. Ouais, alors tu m'en veux pas parce que du coup je t'ai cassé ton papier. On en parlera après. Ouais, non mais voilà, il y avait, alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est peut-être le petit bémol quand même de la draft des Giants, c'est que malgré tout, et je pense que Raphaël Masmejean ne sera pas forcément en désaccord avec moi, avec un quarterback de 37 ans comme Eli Manning et l'opportunité d'avoir un deuxième choix de draft et le fait que Cleveland n'ait pas pris Sam Darnold, un joueur sur lequel New York avait potentiellement des vues, est-ce que ça aurait pas été plus judicieux de prendre un quarterback en deuxième choix, sachant qu'encore une fois la classe de running était quand même assez complète. Après, très franchement, voilà, c'est un problème de riche. Oui, on choisit le meilleur coureur disponible, un joueur qui est vraiment un phénomène, qui sait faire énormément de choses, qui sait étirer les défenses. Donc voilà, très franchement, après, sur le reste de ce qui a été fait,
c'est assez cohérent. Besoin sur la ligne offensive, ils les ont consolidés. Besoin sur la ligne défensive, ils les ont consolidés. Après, je sais pas trop si j'aurais été vers B.J. Hill. On sait qu'ils ont déjà un nose tackle pur avec Damon Harrison, mais pourquoi pas, il y en a sûrement un qui va se décaler un petit peu. Lorenzo Carter, c'est une excellente pioche. Tu l'annonçais beaucoup plus haut, non? Oui, il était potentiellement début deuxième, voire fin fin premier tour. Ouais, Donc ouais. vraiment un joueur qui peut être une excellente surprise dans le système de James Bettcher. Et puis voilà, après sur le reste, forcément il y avait énormément besoin du côté des Giants, donc avoir que 6 choix de draft, ça amène forcément au fait d'avoir quelques postes qui peuvent paraître un petit peu légers. Encore une fois, est-ce que Eli Apple a vraiment le potentiel pour un cornerback titulaire? Ça, c'est pas sûr. Est-ce qu'Olivier Vernon a vraiment le potentiel pour être un outside linebacker titulaire? C'est pas sûr. Est-ce qu'ils auront le defensive end 34 pour consolider la possible suspension de Josh Mauro en début d'année? Ça fait beaucoup d'interrogations quand même, mais très franchement, de tout ce qu'ont fait les franchises, la draft des Giants et de Dave Gettleman me paraît très clairement la plus solide et la plus crédible. Alors, moi, je vais répondre parce que du coup, je m'étais fait allumer pour mon papier. Non, mais alors, je l'assume totalement, et au sens où c'est un peu ce qu'on a dit au début sur les power rankings, c'est qu'un avis, c'est pas grave. Je dis pas que j'ai la vérité, vous en faites pas, vous pouvez avoir un autre avis, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'embête, c'est de savoir à quel moment on en est dans la vie de la franchise. Et donc, quand on me dit Saquon Barkley, c'est le bon choix, pour moi, c'est le bon choix si tu voulais gagner maintenant. Et comme tu n'es pas en position de gagner maintenant, parce que pour moi, Eli Manning est cramé, c'est un bon choix, c'est un bon joueur. J'ai absolument rien contre Saquon Barkley, c'est pas Saquon Barkley le problème, c'est plus sur la philosophie. Et donc, je sens une ambivalence même dans certaines réponses que j'ai eues de supporters des Giants qui me disaient « Ah ouais, mais là, avec Saquon Barkley, la reconstruction, c'est bien parti, etc. » Mais dans ce cas-là, si c'est une reconstruction, il faut un quarterback. Donc dans ce cas-là, il fallait prendre un quarterback. Et donc voilà, Will Hernandez, c'est très bien pour la ligne. Lorenzo Carter, c'est très bien pour la défense, etc. Et tous ces mecs-là, ils peuvent aider à gagner maintenant. Mais je pense pas que tu as le quarterback pour gagner maintenant. Donc je sais pas si tu es en reconstruction ou pas. Et moi, l'angle de mon papier, en l'occurrence, c'était ça. C'était de dire, ils avaient un choix à faire. Est-ce qu'on est en reconstruction et on prend un quarterback? Est-ce qu'on peut gagner maintenant avec Eli Manning? Est-ce qu'on peut gagner maintenant? Je sais plus comment je l'avais tourné. Et on joue comme ça. Mais pour moi, ils ont même pas vraiment choisi entre les deux, parce que je sais même pas si un coureur c'était le meilleur choix. Pour moi, s'ils étaient en mode gagner maintenant, ils allaient encore plus vers la défense, même s'ils ont eu du bol avec Carter, etc. Mais j'aurais presque pris d'autres joueurs, où j'aurais trade down, parce que comme tu disais, ils avaient beaucoup de besoins. Donc si tu voulais gagner maintenant, peut-être en rajouter d'autres, ou échanger, j'en sais rien. Prendre d'autres munitions pour faire d'autres échanges, avoir des joueurs directs. Mais après, j'anticipe un peu. Pour moi, ils sont dans un entre-deux, et ils vont se retrouver peut-être là. Peut-être qu'ils vont se faire sortir au premier tour des playoffs, ou peut-être qu'ils vont être à 8-8, et que l'année prochaine, Manning sera encore plus carbo, et qu'ils vont être à 5-6 victoires. Et qu'il faudra vendre la maison pour aller chercher un quarterback, ce que je leur reprocherai pas, parce qu'il faut toujours aller chercher un quarterback au bout d'un moment. Mais voilà, c'est dommage, ils auraient pu l'avoir maintenant contre pas grand chose. Et donc ma question, très bonne question, parce que Pierre la pose sur le chat, quid de Loleta et de Webb? Alors dans ce cas-là, c'est vrai, parce qu'on m'a aussi dit certains, ouais, mais ils ont Webb, leur quarterback du futur c'est Webb. Il se trouve que j'y crois pour le coup, le Loleta et Webb, c'est pas du tout les mêmes profils. Non mais voilà, mais il se trouve que je crois pas à Webb. Et c'est pour ça que mon papier était anglais comme ça. Donc voilà, est-ce que Loleta serait l'héritier? Moi je le connais pas, donc à toi de me dire. Je sais pas, on parlait de son bras un peu faible, on va dire, par rapport à d'autres quarterbacks. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'on a un bras canon que forcément on est amené à faire d'énormes choses en NFL. C'est pas, ça se saurait depuis le temps. Il y a une marge intéressante. C'est un joueur qui a vraiment montré une certaine précision du côté de Richmond. Alors encore une fois, c'est aussi à un niveau qui est assez relatif. Donc faut pas non plus s'enflammer. Si déjà Davis Webb paraissait pas spécialement prêt l'année dernière, je suis pas sûr que Kyle Loleta le sera cette année. Après, faut pas oublier, Davis Webb, ça reste un 3e tour, ça reste un projet assez intéressant, un joueur qui lui avait déjà un bras en arrivant à NFL, qui avait pas forcément qui était plus un QB de système, qui a appris, je pense, petit à petit dans l'ombre d'Eli Manning. Donc pourquoi pas, ça peut se tenter. Kyle Loleta, encore une fois, je suis un peu plus mitigé. Peut-être d'un point de vue décision, c'est ce qui m'inquiéterait un petit peu. Après, encore une fois, c'est un quarterback qui a quand même de la précision, qui a une bonne taille et qui est pas complètement à acheter, loin de là. Mais est-ce qu'il sera titulaire dès 2018? Est-ce qu'il sera potentiellement capable de mettre Eli Manning sur le reculoir? Rien n'est moins sûr selon moi. Donc voilà, je leur souhaite pas. Et encore une fois,
faut pas vous méprendre, et j'espère que ce sera pas le cas si on fait d'autres papiers anglais comme ça. Faut pas vous méprendre quand on fait un papier comme ça. C'est pas une attaque contre l'équipe, on n'a rien contre eux. C'est juste un point de vue. Je leur souhaite de faire mieux, je leur souhaite de me faire mentir. Et très sincèrement, je m'en fous un peu si ça me fait mentir ou pas. C'est ce qu'on disait, on va se planter. Voilà, il y a des fois où on a tort, on a raison. La seule différence, c'est qu'on a des avis comme vous et qu'on a juste, voilà, on sait les mettre en forme sur un site et on a l'occasion de le faire. Là, c'est la seule différence, mais c'est qu'un avis. Et c'est des papiers qui sont argumentés, encore une fois. Voilà, et le but de ces papiers, il y a des stats dedans, il y a des choses qui, encore une fois, visent à donner un point de vue. Après, on est d'accord ou pas d'accord, et on contre-argumente dans les commentaires en disant bah moi je pense ceci ou je pense cela. C'est ça, mais il n'y a aucun problème. Et on l'a dit aussi dans les commentaires, et quelqu'un avait posé la question, mais voilà, le but ce sera qu'ils soient argumentés ces papiers. Je ne vais pas vous poser je déteste machin et point barre. Voilà, là mon propos il était aussi de dire que les running backs, ils n'ont pas forcément un rôle décisif dans toutes les campagnes ces dernières années. Les équipes qui vont au bout, ils n'y vont pas forcément avec ça. Donc voilà, mais encore une fois, on va pas épiloguer là-dessus. Après, on va pas non plus se formaliser, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. On fait pas ça pour se faire insulter ou rentrer dedans. Et c'est vrai que ça a tendance à être un peu embêtant parfois. Mais voilà, c'est pas très très grave. Vous en faites pas. Voilà donc pour le Power Ranking. On va finir avec vos questions. Jingle Camille, s'il te plaît. Et ça fait du bruit dans la casquette. On va regarder. Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais voir si Camille allait me fusiller du regard. Ah, c'est bon. Okay, allez, nickel. Je commence. Pendant que Ellipse Maya, je lis sur pas mal de sites spécialisés US post-draft que les gros styles de cette année sont Gesicki, Tyden et Sweat Edge, l'avis de Grégory. Oui. Ils sont allés où, juste si tu te rappelles Mike Gesicki, donc c'est. J'ai un trou de mémoire, bien sûr, Miami. Et Josh Sweat, c'est Philadelphie. D'accord. Donc, je le disais, alors, style, c'est toujours la même chose, ça dépend de leur position. Moi, j'ai tendance à considérer les styles des joueurs qui sont draftés le 3e jour, donc à partir du 4e tour. En l'occurrence, il me semble que les deux, alors peut-être plus Sweat, éventuellement, qui peut être un style. Après, il arrive dans la rotation, et encore une fois, il faudra voir sa position préférentielle. Ça peut être un bon outside linebacker, selon moi. Mais ouais, Gesicki, je l'appellerais pas style dans le sens propre du terme, mais ça peut être un très bon joueur et un bon titulaire pour Miami. Et Ellipse Maya nous disait en tant que Pats fan, l'absence de linebacker futur starter dès cette année, j'ai un peu de mal à comprendre. Aidez-moi. Je suppose que c'est encore Bill Belichick qui veut montrer qu'il est plus intelligent que tout le monde. Peut-être. Alors, question de Tom Cards. Les Saints ont réalisé l'an dernier l'une des meilleures drafts avec Latimore et Kamara. Que pensez-vous au contraire cette année de leur trade XL qui leur coûte leur premier tour 2018 et 2019 pour un seul et même joueur, non quarterback et même pas top 10 avec Davenport. On a parlé, on n'est pas fan. LW75, finalement, et malgré la plupart des avis des prédicateurs NFL, les Giants, les Broncos et les Dolphins ont décidé de se passer de quarterback au premier tour. Comment jugez-vous ces choix ou ces non-choix ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de non-choix. Alors là, on vient de débattre sur les Giants, mais les Broncos et les Dolphins étaient souvent cités. Finalement, ce sera Keskinum et Ryan Tannehill. Oui, alors les Dolphins, j'avais un petit peu de mal avec ça. Alors, je voulais bien croire que éventuellement Adam Gase faisait de Baker Mayfield un joueur parfaitement à même de correspondre à son système. Après, sur les autres quarterbacks, je n'avais pas entendu une si grosse une déclaration d'amour aussi affirmée. Donc, ça m'étonne à moitié de les avoir sélectionné un autre joueur en 11e choix. Ou en tout cas ne pas les avoir vus monter dans la draft, on va dire, puisque du coup les 4 principaux quarterbacks étaient partis dans le top 10. Par contre, pour Denver, c'est un peu plus étonnant. Pareil, il faut voir exactement les joueurs qui leur plaisaient. Faut pas oublier qu'il y avait quand même pas mal de projets, mine de rien. Paxton Lynch en avait été un il y a quelques années et ça n'a pas forcément abouti. Est-ce que vraiment John Elway considérait que ça en valait la peine ? Je ne suis pas sûr et certain. Je pense que tu pouvais te permettre de tester Keenum, qui est un peu plus frais qu'Eli Manning, par exemple, si je peux me permettre. Un peu plus frais. Bon, et puis Tannehill, il est encore relativement jeune, donc c'est pareil, ça pouvait valoir le coup d'attendre un peu. C'est la même d'ailleurs. Attendez, Broncos, oui, non, j'ai ça. Je sais même plus ce que j'ai dit. C'est toi qui as fait la question là ? Oui. Oula, celle-là, elle est tendue. Question de Delco. Les effectifs sont désormais à 95% complets. Quelles sont les meilleures escouades de la Ligue ? Là, il faudra refaire un power ranking général un peu plus tard. Et alors, il me dit ça fait un gros sujet, mais ça peut être sympa à débattre quand on voit que toutes les équipes se vendent sur Twitter, notamment Keenan Allen, tweetant Best Secondary Alert après la draft de Derwin James, ou les Rams et leur ligne défensive, etc. Il faudrait qu'on fasse des top 5 peut-être des meilleures escouades. Les meilleurs DB, les meilleures lignes offensives, les meilleures choses comme ça donne des idées de papier en tout cas, donc merci beaucoup. Question de Tubleuf Martoni, le plus mauvais coup du premier tour de la draft, le trade des Saints, Saquon Barkley chez les Giants, c'est votre article, ou la blague sur Rashad
Penny de Greg. Bah, c'est ma blague. C'était quoi ta blague déjà? C'était quoi ta blague? Faut pas qu'il se loupe, faut qu'il valent les pennies, non? Je sais plus. Mais on va vous dire, on était tellement... pas un choix qui vaut pas un penny. On était tellement fatigués pendant la fin du direct qu'on se rappelle plus de toutes les blagues qu'on a fait. Greg. Alors, question de Fabrizio. Salut l'équipe, après la free agency et la draft, peut-on dire qu'une mode se crée pour avoir la D-line la plus monstrueuse? Rams, Philly, Denver, Jaguars étant les plus grands exemples. Bien entendu, je reconnais que c'est un point important, surtout pour battre un certain quarterback, DB12 en l'occurrence. Oui, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise idée. Oui, c'est sûr que c'est une tendance. On rappelle que les franchises NFL aiment bien copier ce qu'ils gagnent. Et en l'occurrence, ces dernières années, c'est souvent des grosses lignes défensives avec des grosses rotations qui permettent cela. Et moi, c'est ce que je disais un peu dans mon papier sur les Giants. Je trouvais l'ironie du truc, c'est que les Giants, ils savent qu'il faut une grosse ligne défensive pour gagner, parce que les 2 derniers Super Bowls, c'est quand même avec des mecs comme Justin Tuck, Michael Strahan, Ozzy Umenyiora, enfin voilà. Mais ça va se faire petit à petit aussi, tu vois. Pat Shurmur vient d'arriver, il construit, nouveau general manager. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être dans l'ambition, à l'instar des Rams, de commencer à construire sur la première année, et puis deuxième année, paf, on y va. On met tout sur la table. Quoi. Encore une fois, ils construisaient avec un nouveau quarterback, les Rams. Mais il peut avoir un nouveau quarterback, les Rams. Donc, c'est plus ça. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure. L'année prochaine, on n'aura peut-être pas des quarterbacks aussi cotés que cette année. Peut-être des quarterbacks à récupérer en milieu de premier tour. Ouais. Ça se tente. Peut-être, je leur souhaite encore une fois. Et on me dit, le band de Gettleman, est-ce que les quarterbacks plaisaient pas au GM, etc. Après, si vous cherchez le prospect parfait, au bout d'un moment, vous allez attendre longtemps aussi. C'est-à-dire que des Peyton Manning ou des mecs comme ça, il y en a un tous les 10 ans, quoi. Donc oui, peut-être qu'il leur plaisait pas, mais voilà, moi, c'est plus ça qui m'embête. Et après, c'est pas, et en plus, c'est pas contre Eli Manning, mais cette truc là qu'ils ont pendant cette intersaison d'essayer de se persuader qu'il est encore en super forme, qu'il est génial, toutes les déclarations sont magnifiques et tout. On va pas se mentir, s'il a été mis sur le banc, ça a été très mal géré l'an dernier, mais c'est parce qu'il était pas bon, quoi. Si t'es mis sur le banc pour Geno Smith, c'est que t'es pas bon. Alors je sais que le coach avait ses torts et tout, mais on rappelle que alors ça a beaucoup fait jaser le fait qu'il a Manning être sur le banc, mais je persiste et signe. Je pense que ce qui a fait encore plus jaser, c'est qu'on mise sur Geno Smith, qui est même pas un projet. On aurait mis Davis Webb, qui était un choix de draft. Je pense que les fans de New York auraient demandé à voir. Et moi, le papier, il naît aussi un peu de ça, c'est de cette impression un peu désuète de les voir comme ça s'agiter depuis la reprise des entraînements de printemps, à dire non, il est génial, il est super fort, il a 37 piges, ça a jamais non plus été un mec qui a mis le feu au terrain, parce qu'il faut pas non plus se mentir. Eli Manning, ça a jamais été un franchise player en course pour le titre de MVP, à part sur une demi-saison grosso modo après le titre de 2008. Sur un dernier drive de Super Bowl. Voilà. Donc voilà, déjà le mec était pas ouf à la base. Il l'est plus, mais c'est pas grave, ça arrive. Il a 37 ans. À une époque, à 37 ans, on était déjà à la retraite depuis 1 ou 2 ans. Maintenant, des mecs comme Brady ont établi des nouveaux standards. Mais être cramé à 37 ans, c'est quand même tout à fait honorable en NFL. Il a fait une superbe carrière. Mais voilà, donc on en revient toujours à ça. Question de Fabrice Coutard. Bonjour, j'ai 2 questions qui vont faire appel au talent de voyance de Grégory. 4 joueurs draftés dans les derniers tours est à surveiller et ou sont à surveiller comme des potentiels styles. Le plus gros style des derniers tours. Mince, je l'ai vu en plus. Je sais plus. Je vais réfléchir, je vais me refaire la liste. Et pensez-vous que certains undrafted free agents pourront être de potentiels starters en NFL? Je pense notamment à Holton Hill ou encore à Tarvarus McFadden. Desmond Harrison qui tackle de West Georgia, qui a été drafté par Cleveland. Je persiste ici, un gros projet. Je pense que sa marge de progression, enfin en tout cas les choses qu'il avait à apprendre ont un petit peu effrayé les franchises NFL. Il a eu des problèmes extrasportifs aussi, il ne faut pas l'oublier. Nouveau cas social à rajouter dans le vestiaire de Cleveland au passage. Mais en tout cas, lui pour le coup, j'y crois beaucoup plus en tant que tackle qu'Austin Corbett. Azim Victor et Hurst ont suggéré dans les. Oui, bien sûr. Victor dont tu bien sûr. Mais je voulais chercher un autre nom, mais j'ai essayé de retrouver Azim Victor, quel poste? La middle linebacker. Middle linebacker. J'aime bien quand tu as dit, quand tu as donné le nom du gars, je croyais qu'au début ça allait être une dédicace à Raphaël Masmejean quand tu donnais là, le nom de ton lineman de Texas machin, qui allait être ainsi. Je croyais que tu allais me dire Octavius Okavongo, un mec de 3e division NCA, les Aztèques du Nouveau-Mexique, un truc comme ça. Mais non. Attends, j'ai vu un ou deux noms. Tu as été plus sobre. Question suivante. Allez, vas-y, on va faire. Alors, question de Seven Climbs. Baker Mayfield va-t-il connaître le même sort que Johnny Manziel, ou bien les choses ont changé du côté de Cleveland? C'est la comparaison qui revient beaucoup, mais est-ce qu'il y a vraiment comparaison? Pas pour moi. Pas pour toi, comme ça, c'est clair. Non, mais je n'emploierai pas les 2 mots interdits, à savoir gars et sûr, mais en tout cas, j'ai confiance en Baker Mayfield. Fidel Gastro, entre les Cards et les Jets, laquelle de ces 2 équipes va arrêter d'empiler les quarterbacks en premier selon vous? Les Jets. Ils ont trouvé alors avec Sam Darnold. Je t'ai dit, il y a un quadragénaire et un. Tu crois pas trop en Josh Rosen alors?
C'est pas que j'y crois pas trop, c'est ça. C'est qu'encore une fois, si t'as pas de tackle et que tu prends un quarterback qui est fragile sur le papier, j'ai du mal à comprendre la logique. Mais après, encore une fois, l'intersaison est pas finie. Ils peuvent peut-être nous surprendre, mais c'est pas avec DJ Humphries et John Wetzel que j'attends d'être étonné. Il a quand même dit qu'il y avait 9 erreurs devant lui. Oui, alors ça, je suis pas fan de cette déclaration non plus. Je pense que le mec qui arrive, qui déjà a une tête à claque auprès de bon nombre de general managers, je veux bien qu'il essaie de convaincre tout le monde. J'aurais préféré une déclaration à la Lamar Jackson qui dit je vais vous permettre de gagner un titre plutôt que ça. Quoi. Et puis on va terminer avec Papa Lion. Salut la team, merci déjà pour tout le boulot pré-draft et live malgré tous les soucis. Parmi les 4 quarterbacks du top 10, lequel va être mis dans les meilleures conditions par sa franchise? Ligne, jeu au sol, savoir le préserver. Question annexe, voyez-vous une de ces franchises en playoff l'an prochain? On parlait de quelle franchise? Le Big Four des quarterbacks qui est dans les meilleures conditions. Donc on rappelle Baker Mayfield Cleveland, Josh Rosen Arizona, Sam Darnold aux Jets et Josh Allen aux Bills. Tu devines bien que je vais pas répondre Buffalo. Non. Baker Mayfield et les Cleveland. Mais encore une fois, c'est dans les meilleures conditions. Ah oui, non, là franchement, l'attaque a quand même été assez bien considérée. Tu parlais des choix de draft, la free agency notamment, où ils ont été assez... La seule interrogation pour moi, c'est la ligne offensive du côté de Cleveland. Et encore une fois, interrogation quand même. Voilà, et là où ça joue contre lui, c'est que je pense que Tyrod Taylor est peut-être le quarterback titulaire qui va être le plus difficile à déloger. C'est vrai, c'est le plus paradoxal. Mais après, alors, si je choisissais pas Cleveland, je dirais quand même les Jets. Bon running back derrière. Il faut voir ce que vont donner les squads de receveurs, mais pareil, poste de tackle qui moi me rassure pas. Quoi. Je suis assez d'accord avec... Jets et Cardinals, la ligne offensive me fait peur et Buffalo, je suis pas convaincu de base par Josh Allen dans ce contexte. Je suis d'accord avec toi pour les Browns, mais en fait j'ai eu du mal à assimiler qu'on avait mis Browns et meilleure situation dans la même phrase. J'ai eu du mal, c'est pour ça que sur le début j'ai bugué. On va terminer comme ça. Greg il est encore en train de chercher des mecs undrafted. Mais je l'ai vu en plus, ça m'énerve. J'aime pas quand on me pose des questions. Mais si, j'ai un prospect du New Hampshire qui sort du... Braxton Berrios à New England, receveur de Miami, à surveiller. Ça fera partie de cette nouvelle génération de petits receveurs bien chiants à attraper. Bon, il y a DeShaun Elliott aussi, 6e tour des Ravens, qui nous est suggéré. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà, on va terminer là-dessus. C'est comme ça que se termine l'épisode 239 du podcast Jeune Actu. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que cette émission vous était présentée par American Life Market, épicerie américaine en ligne, americanlifemarket.com. C'est fini au niveau des émissions NFL pour cette saison. On vous remercie de nous avoir suivis. On va se retrouver à la fin de l'été pour reprendre. On va avoir quelques vacances maintenant. C'est l'occasion pour moi de faire mes petits remerciements de fin d'année. Alors déjà, on va remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre, on vous remercie. Vous avez été plus nombreux encore que l'année dernière à nous soutenir et on vous remercie énormément parce que ça soutient le site, ça soutient l'émission et ça soutient tout. On remercie donc notamment les derniers en date: Papa Lions, Harry Kovner, Fly Eagles Fly 24, Efredi, Melchion, Gwendouille. Alors j'en ai repris que j'avais déjà cité, mais comme ça je remercie tout le monde. Sharky77, Kenzo Hawks, Lides, IRM, Bebop Noon, Grumpy, Bruno, MP12, Tom H, The Nico, Alexandre, Krastouf, Grahams, Jorge 21, Cédric M, Funny Valentine, Croche, Studio Club, Tarto Citron, Elmuria, Mr. Burp, Félix Packers, Bastien, Phil Verbeke, Clintis, Prout Faillap 1, Akes Josu, LW75, Mayron, Don Julien, Clem, Sylvain Quignon, Giorgio 88, Alan, Lunsa, Siox 35, Magenta 1919, Touf, Charles-Antoine Pinard, Bin 423, Kerry King 54. Je sens qu'il y a certains pseudos que vous aimez bien. Aldra, Packers Team, Playmobil 37, Pierre, alors celle-là elle est pas mal, je pense que c'est un jeu de mots sur son prénom, c'est Pi comme le nombre Pi, plus loin R, A-I-R-E. Voilà, Pi R. Gus, Tonio, Thierry, Nicolas, Jérôme et Coro Coppels. Merci à tous de nous avoir suivis sur Twitter. On en a des lecteurs et des spectateurs imaginatifs. Je dis Twitter, de nous avoir soutenus sur Tipeee, bien sûr, pas Twitter, mais de nous suivre aussi sur Twitter. Un dernier petit style avant. Le mec lâche pas, vas-y, dis-nous. Un dernier petit style, allez, pour faire plaisir aux Jets, parce qu'à chaque fois on les embête. Allez. Paris Nickerson, forcément. Cornerback de Tulane. Je vais terminer aussi avec des remerciements à toute l'équipe TDA, bien sûr, puisque c'est le dernier podcast de la saison et toujours l'occasion pour ça. Camille Sarabène, toujours présent depuis le premier numéro quand même, avec une barbe plus fournie que jamais, parce qu'on n'était pas du tout barbu, c'était pas la mode à l'époque quand on a commencé. Ça avait bien sorti avec les Lions quand même, je dis, bravo. Avec les Avec les Lions. Quand ça Il a fait une bonne draft avec les Lions.
Ah, Matt Patricia, ok, j'avais pas saisi la blague. C'est vrai qu'il ressemble à Matt Patricia maintenant. On a commencé en 2011 quand même avec Camille, je te rends compte, c'était loin. Merci beaucoup Grégory Richard qui nous a apporté toutes tes lumières pendant toute cette période de draft. Je vais remercier toute l'équipe TDA. Sans ordre particulier, j'ai pris l'ordre sur Slack, voilà, si vous me demandez. Loïc Goyer, Romain Terrasse, Sébastien Poléménier, Axel Périchet, Camille Saraben, Elliot Santenac, Grégoire Lefebvre, Grégory Richard, Kevin Zermatten, Kevin Renaudet, Lucas Vola, Mehdi Julien, Nelson Kenyard, Nicolas Michel, Nicolas de Roussy, Jonathan Femme, Pierre-Kim Bernard, Guillaume Berson, Raoul Villeroy, Raphaël Mesmejean et Rémi Brazon. Je crois que c'est plus ou moins, non, c'est pas dans l'ordre alphabétique des prénoms. Bref, en tout cas, merci. Merci à merci à toute l'équipe. Il y en a 2 qui sont enchaînés à un moment, j'ai cru. Merci beaucoup à toute l'équipe TDA, évidemment, pour toute l'aide pendant toute cette saison. On vous l'a dit, on se retrouvera à la fin de l'été. Alors, ça a été une saison un peu agitée pour nous, pleine de nouveautés. Il y a eu la vidéo, il y a eu le studio, etc. On va être très transparent avec vous. On va quitter ce studio dans quelques semaines. On va revenir sous une autre forme à la rentrée. On ne sait pas encore exactement comment, mais on va essayer de se réorganiser un petit peu. Peut-être qu'on repassera juste seulement en audio le mardi et en vidéo le jeudi. Il y aura toujours probablement le fauteuil le dimanche. On va travailler un peu là-dessus, mais ça demande un peu quelques ajustements, que ce soit sur le budget, etc. Mais voilà, pour l'instant, ça va être compliqué de garder le studio dans cet état-là, mais on vous remercie de nous avoir soutenus là-dessus. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête, il va y avoir d'autres projets, il va y avoir d'autres trucs, l'émission va rester, on va trouver des moyens. Il n'y a pas de problème. Continuez à nous soutenir sur Tipeee et vive la France. Voilà pour tout ça. On va vous remercier. Donc, rappel Twitter @tdactu, @YelloRadiosa, @CamilleSaraben, @AlainMattei. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. N'hésitez pas à y aller. On va préparer du nouveau. On vous l'a dit, le papier opinion, etc. C'était un test. On va essayer d'en faire. On le signalera. On va mettre un petit truc, sûrement au début ou à la fin du papier, une petite ligne pour expliquer que c'est des papiers d'opinion. Et du coup, voilà, on va essayer de développer un peu là-dessus. Mais c'est ce que je vous disais. On va réorganiser, restructurer, y compris sur le site, y compris sur les réseaux sociaux, etc. On est à l'écoute de vos idées, bien sûr. N'hésitez pas, si vous entendez ça, n'hésitez pas à laisser vos idées dans les commentaires du site. N'hésitez pas non plus, d'ailleurs, tant que j'y suis, à laisser des évaluations sur iTunes, notamment sur iTunes. Mettez des étoiles, ça marche bien et ça fait du bien. On vous remercie donc encore une fois. Camille, tu peux lancer le générique. On remercie Kickban encore une fois pour ce générique qu'ils nous ont fait spécialement cette année. À très bientôt sur tdactu.com. À la saison prochaine. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.